Il y a 150 millions d'années, la Terre était une planète complètement différente, où des créatures de la taille d'immeubles marchaient parmi des forêts géantes et l'air contenait plus d'oxygène qu'aujourd'hui. Pendant des millions d'années, les dinosaures ont grandi jusqu'à des tailles qui défient notre imagination, certains pesant plus que 10 éléphants réunis. Mais ce qui permettait vraiment à ces géants d'exister était un secret caché dans leurs os creux, dans leurs poumons super efficaces et sur une planète qui semblait faite sur mesure pour créer de vrais monstres. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, car maintenant je vais tout te raconter. Pourquoi la Terre d'il y a des millions d'années était-elle si différente de celle que nous connaissons aujourd'hui? Imagine que tu ouvres les yeux un matin et que tu ne reconnais rien de ce qui t'entoure. Il n'y a pas de route, pas de maison, pas de voiture. À la place, il y a des arbres gigantesques, des fougères très hautes et une brume épaisse qui recouvre le sol humide. Il fait très chaud, il pleut souvent et l'air est lourd. C'est dans cet endroit spécial et ancien que les dinosaures ont vécu il y a très longtemps. À cette époque, la Terre était un endroit plein de mystères. Les continents n'étaient pas placés comme aujourd'hui. Les montagnes n'avaient pas la même forme et les océans s'étendaient parfois jusque très loin à l'intérieur des terres. Quand tu regardais autour de toi, tu pouvais voir des forêts denses qui s'étendaient à perte de vue. Ces forêts étaient faites de très grandes plantes. Il y avait des arbres géants qui ressemblaient un peu à des pins, mais aussi de longues plantes appelées fougères, qui poussaient partout. Beaucoup de ces plantes existaient déjà depuis très longtemps, bien avant l'arrivée des dinosaures. Le climat, c'est-à-dire le temps qu'il fait sur une longue période, était très chaud et plein d'humidité. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup d'eau dans l'air. Les nuages étaient gros et souvent noirs, prêts à laisser tomber la pluie à n'importe quel moment. Quand il pleuvait, les gouttes étaient lourdes et le sol restait mouillé pendant très longtemps. Cette chaleur mélangée à l'humidité créait un endroit où la vie pouvait s'installer facilement. Les plantes poussaient vite car elles avaient tout ce qu'il leur fallait, de la lumière, de l'eau et un sol plein de nutriments. Dès que tu posais la main par terre, tu pouvais sentir la mousse épaisse et humide qui recouvrait tout. Les troncs des arbres étaient parfois couverts de lianes et de plantes grimpantes. Au petit matin ou en fin de journée, le brouillard montait depuis les rivières et s'étendait doucement dans les vallées. Le monde semblait toujours vivant, toujours vert, jamais sec ou sans couleur. Ce paysage donnait l'impression que la terre elle-même respirait. Dans ce monde ancien, la nourriture ne manquait vraiment pas. Partout, des centaines de sortes de plantes poussaient dans les forêts, au bord des lacs, même sur les collines. Certaines plantes étaient tellement grandes qu'il fallait lever la tête très haut pour voir leurs feuilles. D'autres couvraient le sol comme un tapis. Les fruits, les petites graines et les feuilles épaisses étaient disponibles pour tous les animaux qui savaient où les chercher. Pour les dinosaures, la terre était comme une table pleine de nourriture, jamais vide, toujours prête. Ce climat particulier a aussi changé la façon dont les rivières et les lacs remplissaient la planète. Il pleuvait souvent, ce qui remplissait les rivières d'eau claire. Les lacs devenaient larges et profonds. Même les marécages, avec leur boue et leurs eaux calmes, étaient très nombreux. Cette grande quantité d'eau partout a rendu possible la croissance de plantes très différentes de celles d'aujourd'hui. Il y avait des roseaux, de grandes herbes et beaucoup d'autres végétaux qui n'existent plus aujourd'hui. Les forêts humides abritaient de petits animaux, mais aussi, bien sûr, les premiers dinosaures. Les jours étaient souvent plus longs parce que l'année comptait parfois plus d'heures de soleil qu'aujourd'hui. Les nuits arrivaient lentement et étaient moins froides. Ce manque de froid a aidé de nombreuses plantes et animaux à survivre. Au lieu de rester cachés pour se protéger du froid, beaucoup pouvaient sortir et grandir toute l'année. Les dinosaures, eux, profitaient aussi de cette chance de ne jamais vraiment avoir trop froid. Le sol de la Terre, il y a des millions d'années, était très riche. Il était rempli de morceaux de vie ancienne, des feuilles tombées, des branches cassées, des animaux morts et plein de petites bestioles qui aidaient à transformer tout cela en nourriture pour les racines.
Cette terre sombre et fertile était comme une réserve de nourriture pour toutes les plantes, et les plantes étaient la nourriture principale pour les dinosaures herbivores. La vie ne se limitait pas aux plantes. Les insectes bourdonnaient dans l'air chaud. Les grosses libellules voltaient lentement près des points d'eau. Dans les marais, il y avait des grenouilles, des tortues et de petits reptiles qui vivaient entre les herbes. Mais aucun de ces animaux n'était aussi impressionnant que les dinosaures. Leur taille dépassait souvent tout ce que l'on peut imaginer aujourd'hui. Les premiers dinosaures étaient petits, mais très vite, dans ce monde riche et humide, certains sont devenus si grands que quelques adultes pouvaient marcher au-dessus des fougères sans même les toucher. Ce monde étrange et rempli de verdure était parfait pour permettre d'atteindre cette taille. Toutes les conditions étaient réunies: l'eau, la chaleur, la nourriture et un sol prêt à nourrir de nouvelles vies. À cette époque, la planète était divisée entre de grandes régions séparées par des mers peu profondes. Ces régions s'appellent des continents. Mais ces continents n'avaient pas la liste ni les formes que tu connais aujourd'hui. Les terres de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique et des autres continents n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. Elles étaient reliées d'une façon différente, comme les morceaux d'un puzzle qui n'est pas encore terminé. C'est dans cet immense territoire vert que les dinosaures ont commencé à prospérer. Ils sont devenus très nombreux. Il existait des dinosaures de toutes les formes et de toutes les tailles. Certains étaient longs, d'autres étaient trapus. Quelques-uns avaient des cornes ou des plaques sur le dos. Leur peau était parfois couverte d'écailles dures ou de plumes légères. Tous s'adaptaient au monde autour d'eux pour survivre et trouver de la nourriture. Cette époque extraordinaire, appelée l'ère mésozoïque, a duré très longtemps. Elle a commencé il y a environ 230 millions d'années et s'est terminée vers 65 millions d'années dans le passé. Cela fait un temps tellement long qu'il est difficile de l'imaginer. Durant toute cette période, la Terre a changé lentement, mais elle est restée un endroit idéal pour les dinosaures. Une des raisons pour lesquelles tant d'espèces de dinosaures ont pu vivre, grandir et évoluer est que le monde leur offrait un espace immense et plein de ressources. Les vastes forêts donnaient de l'ombre, de la nourriture et des cachettes. Les lacs et les rivières offraient de l'eau fraîche. Les sols fertiles rendaient la croissance des plantes très rapide. Ce cycle sans fin de vie, de mort et de renaissance était essentiel pour garder le monde aussi rempli d'animaux énormes. Chaque jour, les dinosaures marchaient, cherchaient à manger, se reposaient, se défendaient ou jouaient dans ce décor géant. Leur taille leur permettait de voir très loin, au-dessus des plantes, mais aussi d'être vus de loin. Les petits dinosaures devaient se cacher des plus grands pour survivre. Les plus gros, eux, pouvaient marcher lentement et prendre leur temps, car ils n'avaient peur de presque rien. Les plantes, en grandissant partout et très vite, offraient tout ce qui était nécessaire pour que la vie continue d'exister en grand nombre. Les fougères formaient de grandes prairies qui servaient de repas aux dinosaures. Les branches lourdes des conifères donnaient de l'ombre en été et étaient pleines de feuilles épaisses, parfaites pour les grands coups des sauropodes. Les marécages recelaient des trésors de nourriture pour ceux qui préféraient manger des plantes plus molles. Dans certains endroits, la terre s'ouvrait pour laisser passer des rivières larges et chaudes. Là, des troupeaux entiers de dinosaures allaient boire et se rafraîchir. L'eau était partout, pas seulement dans les rivières. Elle formait des flaques, des lacs, des marais et même de petits ruisseaux qui faisaient courir les gouttes jusqu'aux racines des plantes. Le fait que ce monde ancien soit toujours chaud et jamais gelé rendait la vie moins risquée pour les dinosaures. Ils n'avaient pas à attendre le retour du soleil pour sortir. Ils ne connaissaient pas de longues périodes sans nourriture. Les hivers rigoureux, comme ceux que l'on peut connaître aujourd'hui, étaient rares ou absents dans beaucoup de régions habitées par les dinosaures. Tous ces éléments faisaient de la Terre un véritable paradis pour des animaux qui pouvaient ainsi devenir énormes. Plus un animal était gros, plus il avait besoin de manger. Mais ici, il y avait de la nourriture en quantité presque infinie.
Les petits comme les grands trouvaient facilement de quoi se nourrir sans avoir à parcourir de longues distances dangereuses. Les paysages, en plus d'être remplis de plantes, étaient aussi très variés. Il existait des régions où les arbres poussaient si serrés qu'il était difficile de passer entre eux. D'autres endroits ressemblaient à de grandes prairies parsemées de buissons. Certaines terres étaient humides, d'autres étaient plus sèches mais restaient favorables à la vie grâce à la pluie régulière. La lumière du soleil, très forte pendant cette période, entrait à travers les branchages en dessinant des taches brillantes sur le sol. Cette lumière aidait les plantes à fabriquer leur propre nourriture, qui servait ensuite à nourrir toute la chaîne de vie, des plus petites bestioles jusqu'aux plus grands dinosaures. Le monde semblait toujours en mouvement, car le cycle de la vie ne s'arrêtait jamais. Dans cet environnement riche, chaque nouvelle génération de dinosaures naissait, grandissait, puis laissait la place aux suivantes. Ce renouvellement constant était possible grâce à la chaleur, à la lumière, à la pluie et à l'incroyable richesse du sol. Sans ces conditions, les dinosaures n'auraient jamais pu devenir aussi grands et aussi nombreux. Voilà pourquoi, il y a des millions d'années, la Terre était le foyer parfait pour ces créatures géantes. La combinaison d'un climat chaud, plein d'humidité, de la présence continue d'eau, d'une végétation abondante et d'un sol fertile a permis la naissance d'un monde unique, où tout semblait possible. Les dinosaures ont évolué et se sont adaptés à cet environnement jusqu'à devenir les plus grands animaux ayant jamais marché sur notre planète. Les fougères, les arbres géants et les marécages, le soleil fort et la pluie fréquente, toutes ces choses réunies expliquaient pourquoi les dinosaures ont pu dominer la Terre pendant si longtemps. Leur histoire a commencé dans ce décor extraordinaire qui restera à jamais celui des premiers géants de l'histoire de la vie. Dans la vie de tous les jours durant l'époque des dinosaures, la nourriture était partout. Les plantes poussaient sans arrêt au sol, sur les collines, autour des rivières et même très haut dans les arbres. Ce monde vert était si généreux que les dinosaures n'avaient pas besoin de chercher longtemps pour trouver de quoi manger. Il existait alors une quantité incroyable de plantes différentes, certaines couvertes de feuilles épaisses, d'autres de longues tiges ou de branches solides. Cette abondance de végétation formait la base de la vie pour des milliers d'animaux. La chaleur, l'humidité et la pluie presque continue rendaient les plantes très fortes. Les racines plongeaient profondément dans un sol noir, lourd et toujours mouillé. Cette terre était très riche, pleine de petits morceaux de feuilles anciennes et de matières organiques. Quand la pluie tombait, elle gardait le sol frais et humide toute la journée, même quand le soleil brillait fort au-dessus de la forêt. Cette combinaison parfaite d'eau et de chaleur permettait aux plantes de grandir vite et d'occuper tout l'espace disponible. Dans ce monde, chaque feuille, chaque tige, chaque branche, chaque fleur et chaque fruit avait une utilité. Les dinosaures herbivores profitaient de cette richesse des plantes de multiples façons. Certains adoraient grignoter les jeunes pousses tendres au niveau du sol. D'autres cherchaient les fougères épaisses, au goût doux et facile à mâcher. Les arbres anciens portaient de larges couronnes de feuilles difficiles à atteindre, mais certains dinosaures pouvaient les attraper grâce à leur long cou ou leur grande taille. Les forêts n'étaient jamais silencieuses. À chaque instant, des dizaines d'espèces de dinosaures marchaient, broutaient, poussaient les branches, secouaient les petits arbres à la recherche de nourriture. Le bruit discret des mâchoires croquant les feuilles, des pattes foulant la végétation et des tiges écartées se mêlait à celui des insectes et des oiseaux. Cette agitation permanente montrait à quel point la vie dépendait ici des plantes qui couvraient le sol et montaient jusqu'au ciel. L'abondance des plantes expliquait que tant d'animaux pouvaient grandir jour après jour. Les scientifiques qui étudient les fossiles ont découvert que certaines fougères pouvaient atteindre plusieurs mètres de hauteur. Des arbres comme les conifères dépassaient souvent 20 ou 30 mètres. D'autres arbres très anciens, comme les cycades, formaient de gros bouquets de feuilles dures et épaisses, parfaites pour les grands mangeurs. Les prairies de mousse et d'herbes couvraient les coins plus humides,
offrant une nourriture plus facile à avaler pour les animaux qui n'aimaient pas grimper ou tirer sur les branches. Les rivières ne servaient pas seulement à donner de l'eau à boire. Elles transportaient aussi des graines, de petits morceaux de bois, des feuilles et des restes de plantes d'un endroit à l'autre. À chaque crue, les sols s'enrichissaient d'une nouvelle couche de matière, ce qui aidait la végétation à pousser encore davantage. Les autres plantes se reproduisaient grâce au vent, qui portait leur pollen sur de longues distances ou déposait les graines plus loin, parfois au pied d'un autre grand arbre. Chaque espèce de plante avait ses saisons de croissance. Certaines grandissaient plus vite quand le soleil était au plus haut. D'autres profitaient de la pluie pour produire des jeunes pousses en grande quantité. À tout moment, il y avait toujours une partie de la forêt prête à fournir de la nourriture. Il n'y avait presque jamais de temps mort où tout s'arrêtait. Grâce à cette régularité, les dinosaures n'étaient jamais vraiment en manque. Le besoin de nourriture était immense chez les dinosaures herbivores. Un dinosaure adulte de grande taille devait manger plusieurs dizaines de kilos de plantes chaque jour pour rester solide et en bonne santé. Certains, comme les grands sauropodes, avalaient des centaines de kilos de feuilles et d'aiguilles de conifères en une seule journée. Pour satisfaire cette faim, ils passaient la majeure partie du temps à chercher et manger. Leur corps était fait pour absorber et digérer de grandes quantités de fibres végétales, même celles qui étaient dures ou épaisses. Les dents des dinosaures herbivores étaient souvent larges, plates et très solides. Elles permettaient de couper, d'écraser ou de broyer les plantes les plus coriaces. Les mâchoires étaient puissantes, capables de mastiquer sans s'arrêter pendant des heures. Quand une dent tombait ou s'usait, une nouvelle poussait rapidement pour prendre sa place, car ces animaux en avaient besoin chaque jour. Parmi les dinosaures, chacun avait ses préférences alimentaires. Certains ne mangeaient presque que les feuilles en haut des arbres. D'autres préféraient les fougères, les mousses ou même les feuilles tombées sur le sol. Il y avait aussi des espèces qui grignotaient les branches fines, les fruits ou les graines dures. Cette diversité permettait à un grand nombre de dinosaures différents de vivre ensemble sans se battre pour la même nourriture. Chaque animal trouvait facilement ce qu'il aimait et ce qui correspondait à sa taille, à son cou ou à sa bouche. La concurrence pour la nourriture était donc limitée. Quand beaucoup d'animaux partagent le même espace, cela peut parfois créer des tensions. Mais dans les grandes forêts riches en plantes, il y avait tant de choix et de quantité que chacun pouvait se servir sans gêner les autres. Un groupe de dinosaures géants pouvait manger au même endroit pendant des jours, puis avancer plus loin en suivant les rivières à la recherche de nouvelles pousses encore tendres. Les jeunes dinosaures, plus petits et moins forts, profitaient aussi de cette abondance de plantes. Comme ils ne pouvaient pas bouger les mêmes branches ou atteindre les mêmes hauteurs, ils se contentèrent de ramasser ce qui tombait au sol ou ce que les plus grands laissaient derrière eux. Cela leur permettait de grandir sans difficulté jusqu'au jour où ils deviendraient assez grands pour manger avec les adultes. Certains lieux étaient particulièrement appréciés des dinosaures herbivores. Les clairières baignées de soleil faisaient pousser vite les fougères et les arbustes. Près des rivières, l'humidité aidait à maintenir la fraîcheur des feuilles, même pendant les journées chaudes. Les forêts denses gardaient sous leur ombre des tapis épais d'herbes et de mousse qui poussaient en silence. Beaucoup de dinosaures suivaient les cycles de la nature, se déplaçant lentement d'un territoire riche à un autre pour profiter des meilleures plantes à chaque saison. Pour les espèces plus grandes, la nourriture était suffisante même si leurs besoins étaient énormes. Un sauropode adulte devait parfois passer toute la journée à manger pour remplir son ventre. Sa longue langue, sa mâchoire solide et sa capacité à atteindre très haut lui donnaient un avantage pour explorer de nouveaux coins dans la forêt. Grâce à ce régime riche, il pouvait continuer à grandir, parfois pendant plusieurs années, avant d'atteindre sa taille finale. L'alimentation des dinosaures herbivores avait aussi un effet sur tout le paysage. En arrachant des branches, en écrasant des plantes sous leurs pas ou en creusant à la recherche de racines, ils modifiaient l'organisation de la forêt. Après leur passage, la lumière pouvait entrer plus facilement au sol, ce qui faisait pousser de nouvelles plantes rapides. Certaines graines ne germaient qu'après avoir traversé le ventre d'un dinosaure, car leur coquille était très dure. Ce processus, qui s'appelle la dissémination,
aidaient à renouveler la diversité des plantes partout sur la Terre. Chaque rassemblement de dinosaures herbivores attirait aussi d'autres animaux. Les petits insectes, les oiseaux, les reptiles, tous profitaient des plantes abîmées, des restes de nourriture ou de la terre retournée par les pas lourds des géants. Parfois, des troupeaux se retrouvaient autour d'un point d'eau, créant un spectacle impressionnant où tous mangeaient, buvaient ou se reposaient en même temps. Pendant des périodes de sécheresse, il arrivait que le paysage change un peu. Certains cours d'eau se réduisaient, quelques plantes devenaient moins vertes, mais il restait toujours des endroits où la végétation persistait. Les dinosaures étaient capables de marcher longtemps pour trouver un nouvel endroit rempli de plantes. Ils savaient reconnaître l'odeur d'un sol frais ou la couleur particulière des jeunes feuilles sur les arbres lointains. La vie des dinosaures dépendait donc totalement de cette abondance végétale. Plus il y avait de plantes, plus les animaux pouvaient être nombreux et grands. Cette règle simple expliquait pourquoi, à cette époque, tant d'espèces différentes occupaient la même forêt. La variété de formes et de tailles chez les dinosaures s'expliquait aussi par les différents types de nourriture disponibles. Pour survivre, chaque espèce avait adopté une façon spéciale de manger, de choisir les bonnes feuilles, d'atteindre les meilleures branches ou de se déplacer discrètement entre les fougères. À chaque saison, les plantes donnaient un nouveau festin. Les jeunes pousses au printemps étaient tendres et sucrées. En été, les branches épaisses et les feuilles sombres remplaçaient les premières pousses. Quand arrivait l'automne, les fruits mûrissaient, offrant de petites gourmandises à ceux qui pouvaient les attraper. Même l'hiver restait supportable, car beaucoup de conifères gardaient leur feuillage, prêts à nourrir les plus grands pendant les mois plus frais. Grâce à tous ces détails, la Terre était vraiment le paradis de la nourriture pour les dinosaures herbivores. Il ne s'agissait pas seulement de satisfaire la faim, mais aussi de permettre à chaque animal de devenir plus fort, plus grand et de survivre plus longtemps. Leur relation avec la nature était profonde. Chaque plante mangée, chaque branche cassée ou chaque feuille cueillie jouait un rôle dans leur vie. Cette vie facile et bien nourrie a permis aux dinosaures de se multiplier. Les œufs déposés dans un endroit riche en plantes avaient plus de chances de donner des petits en bonne santé. Les bébés grandissaient vite, se nourrissant sans fin jusqu'à devenir adultes. Les groupes de dinosaures s'organisaient souvent autour des meilleurs lieux de nourriture. Ils bougeaient ensemble, partageaient les richesses végétales et se protégeaient des dangers. Parfois, des millions d'animaux vivaient dans une même région sans jamais manquer de rien. Les plus forts s'installaient là où la nourriture était la plus abondante. Les autres cherchaient de nouveaux coins à explorer, créant ainsi de nouveaux groupes et de nouvelles habitudes. Ce grand mouvement, cette danse autour des plantes, fabriquait une vie pleine d'équilibre. Sur la terre des dinosaures, la quantité de nourriture était donc si exceptionnelle que tout était possible. Des dinosaures minuscules ou gigantesques coexistaient grâce à la diversité incroyable des plantes. Ils pouvaient choisir, s'adapter, innover dans leur mode de vie. L'histoire des herbivores n'était qu'un début, car cette richesse de la terre allait aussi influencer toutes les autres espèces et conduire à encore plus de formes, de tailles et de comportements différents parmi les géants d'autrefois. Dans ce monde rempli de plantes de toutes sortes, chaque dinosaure herbivore trouvait sa place et son propre moyen d'obtenir de la nourriture. Les forêts, les clairières, les marais et les rivières étaient comme des marchés naturels où les besoins de chacun étaient satisfaits grâce à des méthodes très différentes. Plusieurs familles de dinosaures herbivores vivaient souvent côte à côte, mais chacun avait développé un corps et des habitudes particulières pour profiter du type de végétation qu'il préférait. Quand on regardait bien ce qui se passait dans une forêt pleine de dinosaures, on pouvait voir que certains passaient leur temps à lever la tête, alors que d'autres baissaient toujours la tête vers le sol. Les différences d'apparence et de comportement étaient très importantes. Certains dinosaures étaient connus pour leurs longs cous comme le diplodocus ou le brachiosaure. Leurs coups mesuraient plusieurs mètres et leur permettaient d'atteindre les feuilles des arbres les plus hauts. Ils se tenaient souvent à côté des troncs solides, déplaçaient les branches avec leur museau puissant et coupaient les feuilles épaisses avec leurs dents simples mais efficaces.
Le cou du brachiosaure, par exemple, était si long et solide que l'animal pouvait attraper une branche située à plusieurs mètres au-dessus du sol. Il n'était pas obligé de déplacer tout son corps pour manger. Il tournait la tête dans différentes directions et chaque mouvement lui ouvrait un accès à une grande quantité de feuilles vertes et pleines de nutriments. Ses narines étaient situées très haut sur la tête afin de bien respirer, même si la tête était cachée dans les branches touffues. Le diplodocus, lui, avait un cou encore plus souple. Grâce à ses vertèbres, il pouvait balayer tout un espace sans avoir à avancer, comme une sorte de pont vivant qui passait dans les feuilles d'un seul côté à l'autre. Sa bouche était allongée, faite pour couper les petites branches et attraper un maximum de jeunes pousses. Les dents étaient fines et elles tombaient en souvent, mais de nouvelles dents repoussaient rapidement. Diplodocus mangeait sans cesse, car son corps avait besoin de beaucoup d'énergie pour rester en bonne santé. D'autres herbivores, tels que les stégosaures, préféraient le sol et les buissons bas. Le stégosaure était plus trapu, avec un dos recouvert de plaques osseuses. Son cou était court et sa tête proche du sol. Il marchait lentement sur ses 4 pattes fortes, utilisant son bec large pour arracher l'herbe épaisse, les fougères courtes et les plantes rampantes. Le stégosaure ne levait presque jamais la tête. Il grattait le sol avec ses pattes avant et utilisait sa mâchoire pour couper les tiges dures. Les ankylosaures faisaient un choix semblable. Leur corps était bas, lourd et entièrement recouvert de plaques solides pour se protéger. Ils avaient une large bouche et des dents faites pour broyer des végétaux durs, comme les branches fines tombées à terre ou les racines. Leur régime était surtout composé de plantes du sol, des pousses robustes et parfois des petites graines. Grâce à cette stratégie, ils restaient en sécurité en évitant la concurrence directe pour la nourriture avec les dinosaures au long cou. Leur vie tranquille s'écoulait au niveau des racines, dans le silence sous les arbres. Les hadrosaures, que beaucoup appellent dinosaures à bec de canard, étaient très différents. Ils avaient un vaste bec plat qui servait à arracher de grandes quantités de feuilles. Certains avaient même des crêtes sur la tête qui servaient peut-être à reconnaître les membres de leur groupe. Les hadrosaures bougeaient beaucoup, en troupeaux composés parfois de plusieurs centaines ou milliers d'individus. Ils mangeaient tout ce qu'ils trouvaient, des feuilles moyennes, de jeunes branches souples, des graines, mais aussi des fruits tombés. Leurs dents étaient assemblées en batteries, des rangées bien serrées qui formaient une sorte de plan de broyage. Après chaque bouchée, ils mâchaient longtemps les plantes pour en tirer le maximum d'énergie. Quand leurs dents s'usaient, elles étaient remplacées par d'autres dents qui poussaient en dessous. Cela leur permettait de ne jamais manquer de moyens pour manger même les herbes ou les tiges les plus résistantes. Les hadrosaures visitaient de nombreux endroits dans la forêt et adaptaient leur alimentation à ce qu'ils trouvaient sur le chemin. Les cératopsiens, comme le fameux Tricératops, occupaient un autre rôle spécial. Ces dinosaures étaient reconnaissables par leurs grandes cornes et leurs collerettes osseuses derrière la tête. Tricératops avait un bec solide et très pointu, capable de couper les branches les plus dures, les buissons épais et les feuilles fibreuses. Ce bec, mixte entre une pince et un ciseau naturel, était accompagné de dents affûtées pour mastiquer des végétaux coriaces. Il fouillait le sol, déracinait les plantes épaisses et pouvait même casser des branches pour atteindre ce qu'il voulait manger. La collerette les protégeait pendant qu'ils mangeaient au ras du sol, car leur tête était souvent baissée. Dans les marécages et les bords d'eau, certains dinosaures un peu moins connus comme le prosauropode préféraient les lieux humides et les végétaux aquatiques. Leur corps était plus léger, leurs membres plus longs, ce qui leur permettait de s'enfoncer dans la boue sans difficulté. Ils mangeaient surtout des plantes aquatiques, des roseaux ou des feuilles flottantes. Leur alimentation était très riche en eau, ce qui les aidait à rester hydratés pendant les journées chaudes. Certains herbivores possédaient des défenses pour se protéger des autres animaux. Les sauropodes utilisaient parfois leur queue comme un fouet pour éloigner les prédateurs. Les ankylosaures avaient une massue au bout de la queue, faite d'os très durs, qui pouvait casser les jambes d'un ennemi. Les stégosaures possédaient des pointes à l'extrémité de la queue, utiles pour garder à distance tout animal trop curieux. Même les cératopsiens utilisèrent leurs cornes pour se défendre.
Ces adaptations physiques faisaient partie de leur mode de vie et leur permettaient de manger tranquillement sans crainte. L'estomac des grands herbivores était très développé. La nourriture était avalée sans être mâchée longtemps, puis stockée dans un grand ventre où elle restait plusieurs heures. Des micro-organismes spéciaux, invisibles mais très utiles, vivaient dans leur système digestif. Ces organismes aidaient à couper les fibres des plantes, à transformer les feuilles épaisses en énergie simple et utilisable. Après ce long travail, la nourriture passait d'une partie à l'autre de l'intestin jusqu'à ce que l'animal ait absorbé toute l'énergie possible. Pour digérer autant de plantes, il fallait aussi une grande quantité d'eau. C'est pourquoi les dinosaures buvaient beaucoup chaque jour. Souvent, ils cherchaient les rivières, les lacs ou les mares fraîches dès le matin. Parfois, ils creusaient avec leurs pattes pour atteindre une source cachée sous le sable ou la boue. Grâce à leur odorat très développé, ils pouvaient aussi sentir l'humidité d'un point d'eau lointain et guider leurs troupeaux jusque-là. Les différences entre les espèces de dinosaures herbivores faisaient que chacun trouvait sa place dans la nature sans déranger les autres. Dans une même région, il était possible de voir un brachiosaure en train d'atteindre les feuilles hautes, pendant qu'en dessous, un stégosaure fouillait la base des fougères, tandis qu'un tricératops mastiquait des branches épaisses juste à côté. Cette organisation naturelle permettait à de très nombreux dinosaures de vivre ensemble sans manquer de nourriture. Certains groupes étaient très sociaux et bougeaient en troupeaux serrés. On pouvait suivre des traces fossiles de milliers d'empreintes, signes de longues marches ensemble vers de nouvelles terres riches. D'autres dinosaures étaient plus solitaires ou vivaient en petits groupes familiaux. Chacun développait ses habitudes à cause de son alimentation et de ses besoins particuliers. Ce mode de vie collectif apportait aussi de la sécurité, car il était plus facile de repérer un danger et de s'en protéger quand on n'était pas seul. Les jeunes dinosaures herbivores apprenaient très tôt à utiliser leur corps selon leur espèce. Un petit diplodocus s'entraînait à lever le cou, tandis que le jeune ankylosaure testait la force de sa queue. Il observait les adultes, imitait leurs gestes et trouvait petit à petit la meilleure façon de manger et de se défendre. Cette transmission des comportements aidait chaque génération à bien s'adapter à la vie difficile de la nature. Les habitudes de repas changeaient selon l'heure. Au lever du soleil, les dinosaures bougeaient pour profiter de la fraîcheur, cherchant les feuilles qui retenaient la rosée. À midi, ils se rassemblaient à l'ombre pour éviter la chaleur et ralentissaient leur marche. Le soir, ils recommençaient à manger avec énergie, préparant leur long repos de la nuit avec un ventre plein. S'ils vivaient en groupe, les individus les plus faibles ou les petits étaient protégés au centre, tandis que les plus forts surveillaient l'extérieur. Cette grande diversité d'adaptation aux plantes et à l'environnement a permis aux dinosaures herbivores de rester nombreux et puissants pendant des millions d'années. Chaque modification du corps, chaque différence dans la forme de la mâchoire, dans la longueur du cou ou dans la solidité des dents avait une utilité très précise pour profiter au mieux de la nourriture abondante. Les formes variées des dinosaures herbivores sont visibles aujourd'hui à travers des fossiles très différents. Certains os sont longs, d'autres très épais, certains crânes sont allongés, d'autres en forme de triangle ou de bouclier. Au fil des saisons et des années, ces adaptations ont permis à chaque espèce de survivre aux changements de climat, à la venue de nouvelles plantes ou à la disparition d'anciennes. Quand des plantes disparaissaient à un endroit, certains dinosaures étaient capables de marcher sur des kilomètres pour en trouver d'autres. Leur résistance, leur diversité et leur capacité à changer de comportement étaient autant de clés pour faire face à toutes les situations. Grâce à ces stratégies, les dinosaures géants pouvaient vivre en équilibre avec leur environnement. Ils se déplaçaient lentement ou rapidement selon leur taille, leur force ou les dangers des alentours. Le paysage changeait toujours un peu après leur passage, mais ils trouvaient de nouvelles possibilités partout où ils allaient. Leur nombre grandissait ou diminuait selon la nourriture, la sécurité, la météo et la présence d'autres animaux. Ce monde organisé et diversifié, plein d'herbivores de toutes formes,
était parfait pour permettre à ces animaux d'atteindre les plus grands gabarits jamais vus sur Terre. Ils formaient des groupes, voyageaient ensemble, partageaient les ressources, et grâce à la nature très riche autour d'eux, ils pouvaient atteindre une taille que personne d'autre n'a jamais dépassée dans l'histoire vivante de la planète. Devenir géant apportait beaucoup d'avantages aux dinosaures herbivores. La taille était un atout non seulement pour trouver de la nourriture, mais aussi pour se protéger contre les prédateurs et affronter les défis du climat ou du territoire. Cela a façonné la manière dont ils vivaient, se déplaçaient et même comment ils s'organisaient entre eux. La variété de leurs adaptations montre à quel point la nature ancienne de la Terre était complexe et pleine de surprises pour tous les animaux. Quand les dinosaures herbivores prenaient leur place dans la nature, leur taille différente changeait beaucoup de choses pour chaque espèce. Être très grand apportait de nombreux avantages qui facilitèrent la vie quotidienne et protégeaient aussi bien les adultes que les jeunes. Les plus petits dinosaures devaient faire attention à chaque bruit dans la forêt. Un craquement de branches, un mouvement derrière un buisson pouvait annoncer l'approche d'un danger. Mais pour les dinosaures géants, cela était bien différent. Un animal avec un long cou, de puissantes pattes et un corps massif n'avait pas peur de grand-chose. Quand un groupement de sauropodes traversait la plaine, même les prédateurs les plus agiles hésitaient avant de s'approcher. Leur corps immense suffisait à décourager tous ceux qui cherchaient à attaquer. Les tyrannosaures, pourtant grands chasseurs, s'intéressaient surtout aux individus plus faibles ou aux très jeunes qui restaient loin du troupeau. Les groupes de dinosaures utilisaient leur taille pour se défendre. Parfois, des dizaines d'adultes entouraient leurs petits au centre du groupe. Les pattes puissantes et les queues lourdes formaient une barrière solide face au danger. Les plus jeunes étaient protégés par la masse des adultes, ce qui rendait toute attaque risquée pour un prédateur. Lorsqu'un intrus approchait, les grands herbivores agitaient leur queue, poussaient des cris puissants, parfois ils frappaient le sol pour montrer leur force. Cette stratégie fonctionnait la plupart du temps et éloignait les prédateurs. La taille apportait aussi un autre avantage. Un dinosaure immense pouvait atteindre la nourriture là où presque aucun autre animal n'avait accès. Les arbres très hauts, couverts de feuilles épaisses, fournissaient de quoi manger au plus haut coût. Les fougères basses nourrissaient les animaux proches du sol. Les buissons et les plantes du milieu étaient partagés entre ceux qui pouvaient grimper ou qui préféraient rester à bonne hauteur. Cela créait moins de rivalité pour la nourriture entre espèces. Les géants mangeaient en haut, les moyens au centre et les petits au niveau du sol. Pour la reproduction, être grand offrait aussi plus d'opportunités. Chez certains dinosaures, la taille impressionnait beaucoup lors du choix d'un partenaire. Un animal robuste, bien nourri, avec un grand cou ou un corps large, montrait qu'il était en bonne santé. Ce signe physique poussait les partenaires potentiels à choisir les plus massifs pour faire des œufs plus sûrs ou plus gros. La taille était une manière d'indiquer sa force, sa résistance au climat, sa capacité à survivre face aux dangers. Les œufs des plus gros dinosaures étaient parfois enterrés ou cachés dans des nids protégés par la végétation, afin que les jeunes puissent éclore en sécurité. Les troupeaux offraient aussi d'autres avantages. Quand les dinosaures avançaient en groupe, ils pouvaient se déplacer sur de longues distances sans craindre les attaques de l'extérieur. Les adultes ouvraient la voie, repoussaient les obstacles, choisissaient les meilleurs itinéraires pour trouver de l'eau ou des plantes fraîches. Les plus jeunes suivaient, apprenaient en observant les adultes et découvraient les lieux sûrs pour se nourrir et se protéger. Ce mode de vie collectif permettait aux plus nombreux de survivre assez longtemps pour devenir eux-mêmes très grands. La grande taille protégeait aussi contre les blessures. Un animal massif, avec une peau épaisse, des plaques osseuses ou une queue lourde, avait moins de risques de se faire sérieusement blesser lors d'une attaque ou d'un accident. Même le mouvement des muscles sous une peau si épaisse rendait difficiles les morsures profondes. Chez les ankylosaures et les stégosaures, le corps était comme entouré de boucliers. Les os très durs arrêtèrent les dents des prédateurs ou les griffes acérées. Si un ennemi arrivait à toucher,
La couche de protection réduisait beaucoup les dégâts. Être grand aide aussi à vivre plus longtemps. Les petits dinosaures grandissaient chaque année et devenaient plus résistants en vieillissant. Un adulte de grande taille pouvait vivre beaucoup plus longtemps qu'un petit, car il était moins attaqué et tombait rarement malade grâce à son alimentation constante. En grandissant, il apprenait les secrets de la forêt, les meilleurs endroits pour boire, les périodes où la nourriture était la plus riche. Ce savoir profitait à tout le groupe, car les jeunes suivaient et imitaient les aînés. Lorsque la nuit tombait, les avantages de la taille étaient de nouveau visibles. Le corps immense d'un dinosaure garde la chaleur plus facilement. Pendant la journée, les rayons du soleil chauffent la peau, les os et les muscles. Mais quand l'air devient plus frais la nuit ou lors des premiers froids, un dinosaure géant continue de se sentir bien grâce à sa capacité à retenir la chaleur. Cela lui donne plus de temps pour chercher à manger, se déplacer ou veiller sur le groupe. Certaines espèces utilisaient leur taille pour montrer leur dominance pendant les disputes ou l'accès à la nourriture. Deux mâles très grands pouvaient se mesurer, avancer l'un vers l'autre pour contrôler un lieu de repas ou gagner le droit de protéger un espace riche en plantes. Les sons produits par leur voix ou les mouvements de leur corps impressionnaient souvent les autres, qui préféraient s'écarter plutôt que risquer la confrontation. Devenir massif n'était pas seulement une question de sécurité, mais aussi d'équilibre avec le climat et l'environnement. Un corps large perdit beaucoup moins vite son énergie. La chaleur gagnée dans la journée était stockée, même quand le soleil disparaissait. Cela aidait beaucoup pendant les changements brusques de température ou lors des saisons plus froides, car l'animal n'était pas obligé de dépenser son énergie à se réchauffer tout le temps. Les avantages de cette grande taille se retrouvaient aussi dans la manière dont les troupeaux évoluaient dans la forêt. Les adultes géants ouvraient les chemins, calmaient les disputes internes, protégeaient les petits et régulaient le rythme des déplacements. Les plus jeunes apprenaient à marcher longtemps, à économiser leurs forces, à rester près des adultes. Les parents guidaient les petits vers les zones d'ombre pour éviter le soleil direct ou bien vers l'eau la plus fraîche pour boire assez. Ce mode de vie en groupe profitait aussi pour reconnaître rapidement un danger. Les cris, les signaux visuels, le bruit des pas lourds étaient compris immédiatement par tous les individus du troupeau. Quand un prédateur passait tout près, le groupe se resserrait, chaque dinosaure prenait sa place pour former une ligne de protection. Les plus forts se plaçaient à l'extérieur, avançant lentement pour montrer qu'attaquer était trop risqué. Certaines espèces ont développé, en plus de leur taille, des armes pour mieux se défendre. La queue du stégosaure, avec ses pointes acérées, était utilisée pour donner des coups puissants si un carnivore s'approchait trop. Le tricératops utilisait ses grandes cornes pour se défendre, mais aussi pour impressionner ses congénères et créer du respect dans le groupe. Chez les ankylosaures, la massue au bout de la queue pouvait blesser gravement un ennemi. Chaque adaptation rendait les dinosaures plus sûrs, plus respectés dans leur société naturelle. L'immense taille de chaque adulte aidait aussi à faire face au manque de nourriture dans les périodes difficiles. Quand la végétation se faisait plus rare, les plus grands pouvaient aller plus loin, utiliser leurs réserves de graisse ou trouver des pousses cachées grâce à leur force. Leurs longs coups, leurs grandes pattes, leur poids leur donnaient l'accès à la nourriture la plus difficile à atteindre. Cela leur permettait de survivre même en saison sèche ou quand les jeunes pousses mettaient du temps à repousser. Les jeunes avaient tout intérêt à rester près des adultes pour apprendre ces techniques. Ils observaient la façon de casser les branches, d'atteindre les feuilles ou d'utiliser leur taille pour ouvrir un passage dans la végétation dense. Les comportements des adultes montraient l'exemple à suivre pour éviter les dangers, économiser les efforts et partager les ressources sans provoquer de conflit. Dans les troupeaux, la solidarité était très forte. Quand un animal était blessé, il arrivait que le groupe ralentisse pour lui laisser le temps de suivre. Les plus grands protégeaient les malades, surveillaient les bords du groupe, montraient le chemin lors des migrations. Ces habitudes renforçaient la réussite des dinosaures à vivre longtemps et en sécurité, même sans comprendre le langage comme les humains. Les gestes, les attitudes
les bruits suffisaient pour coordonner des centaines, parfois des milliers d'animaux. La taille était aussi utile pour attirer l'attention durant la saison des amours. Certains dinosaures portèrent des couleurs spéciales ou faisaient des bruits particuliers pour montrer leur force et impressionner des partenaires. Les plus gros décrochaient souvent la préférence grâce à leur aspect solide et vigoureux. Les jeunes, eux, observaient ces comportements et préparaient leur croissance pour atteindre eux aussi cette stature imposante. D'autres avantages de la taille concernaient la capacité à voyager. Les déplacements de masse suivaient souvent la saison des pluies, la pousse de nouvelles plantes ou le besoin d'eau fraîche. Les géants progressaient lentement, couvrant parfois chaque jour plusieurs kilomètres sans se fatiguer. Leur force leur permettait de traverser des rivières, de grimper sur de petites collines ou de traverser la boue épaisse des marécages sans rester coincés. La défense du territoire était aussi renforcée par la taille. Lorsqu'un groupe occupait une zone riche en nourriture, il devenait difficile pour des intrus de s'installer, car les plus grands repoussaient les moins puissants. Cela garantissait la sécurité des ressources pour le groupe et assurait de toujours avoir de quoi manger, même si la végétation changeait avec la météo. Certains paléontologues pensent que la grande taille permettait de transmettre les connaissances sur de longues distances. Les cris puissants des sauropodes résonnaient à travers la forêt, avertissant les autres membres du troupeau en cas de danger ou pour appeler au regroupement. Ces sons portaient loin car la poitrine immense de l'animal donnait une résonance naturelle à la voix. S'entendre sur plusieurs kilomètres était utile pour coordonner les mouvements et assurer la cohésion dans de vastes territoires. La vie quotidienne dans ce monde de géants ne se limitait pas à la survie. Les moments de repos voyaient les animaux se coucher sur un tapis d'herbe, profiter de la chaleur accumulée, prendre soin des petits ou surveiller le calme autour du groupe. La vigilance restait de rigueur, mais la masse du troupeau créait une tranquillité rare. Les prédateurs passaient parfois sans même tenter d'approcher, car le coût d'une attaque était supérieur à la récompense espérée. Pour chaque espèce de dinosaure géant, la taille était donc bien plus qu'une simple caractéristique physique. C'était une arme, une protection, un moyen de communiquer, de transmettre, de choisir, de survivre. Grâce à ce mélange de traits liés à l'environnement, à la nourriture abondante et à la structure des groupes, ils pouvaient grandir au-delà de toutes les limites et occuper la Terre pendant des millions d'années. À la base de ce développement incroyable, il y avait aussi quelque chose de caché dans l'air respiré à cette époque précise. Pendant que les dinosaures vivaient leur vie sur la Terre ancienne, l'air qu'ils respiraient jouait un rôle très important dans leur développement. À cette époque, l'atmosphère était différente de celle d'aujourd'hui. Les scientifiques qui ont étudié des bulles d'air emprisonnées dans des roches anciennes et dans la glace pensent que la composition de l'atmosphère n'était pas la même. Il y avait davantage d'oxygène dans l'air, ce qui permettait aux animaux, même ceux avec un corps très grand, de respirer plus facilement. L'oxygène est un gaz essentiel à la vie. Tous les animaux terrestres, y compris les dinosaures, ont besoin d'oxygène pour leurs organes et pour donner de l'énergie à leurs muscles. Quand ils respirent, l'oxygène entre dans leur corps par les narines ou la bouche, passe dans les poumons, puis voyage dans le sang jusqu'à toutes les parties du corps. Plus il y a d'oxygène dans l'air, plus ce travail est facile pour un corps vivant. Pendant l'ère des dinosaures, qui s'étend sur des millions d'années, le niveau global d'oxygène a souvent dépassé celui que nous connaissons aujourd'hui. Certains chercheurs estiment que parfois, la quantité d'oxygène pouvait représenter presque 35% de l'atmosphère, alors que maintenant, elle avoisine 21%. Cette richesse d'oxygène a apporté une véritable aide à la croissance des êtres vivants de grande taille. Un animal massif a besoin d'une grande quantité d'oxygène pour que tous ses organes fonctionnent correctement. Le cœur doit pomper le sang sur une grande distance, les muscles doivent rester puissants et le cerveau demande beaucoup d'énergie pour tout coordonner. Quand l'air est riche en oxygène, le corps peut plus facilement alimenter chaque organe sans fatigue. Cela est particulièrement important pour les dinosaures qui peuvent peser plusieurs tonnes et mesurer plusieurs mètres de long ou de haut. Avec plus d'oxygène disponible,
Chaque dinosaure pouvait courir, marcher, manger, bouger et même fuir le danger sans être vite essoufflés. Ils étaient capables de parcourir de grandes distances à la recherche de nourriture ou d'eau. Cette endurance permettait le déplacement de troupeaux entiers, même sur des terrains difficiles. Même les géants, qui devaient chaque jour parcourir beaucoup de kilomètres pour se nourrir, pouvaient supporter cet effort sans être rapidement fatigués. Les jeunes dinosaures, pendant leur croissance, utilisaient aussi cette abondance d'oxygène pour se développer très vite. Quand un œuf éclosait et qu'un bébé dinosaure respirait pour la première fois, son corps absorbait facilement tout l'oxygène dont il avait besoin pour former des os solides et agrandir ses muscles. Cette facilité de respiration donnait aux jeunes un avantage pour devenir rapidement forts et pour rattraper la taille des adultes. Le climat chaud et humide, mélangé à cet air chargé d'oxygène, favorisait la vitalité des dinosaures de tous âges. Dans ces conditions, les feuilles étaient plus vertes, les fruits plus nombreux, les plantes poussaient plus vite. Mais cet environnement n'était pas seulement bénéfique pour les végétaux. Puisqu'il y avait plus d'oxygène dans l'air, les systèmes respiratoires des dinosaures pouvaient fonctionner presque en continu. Leur cœur battait efficacement, leurs poumons absorbaient beaucoup d'oxygène à chaque respiration et toutes les cellules du corps étaient mieux alimentées. Un grand avantage résultait de cette abondance d'oxygène. Les cellules, ces minuscules parties qui composent tout organisme vivant, travaillent mieux quand elles reçoivent de grandes quantités d'oxygène. Elles peuvent transformer la nourriture en énergie plus facilement. Les muscles deviennent plus souples, les os se renforcent, la peau pousse plus vite. Tout cela accélérait la croissance, surtout dans les premières années de vie des dinosaures. Ce niveau élevé d'oxygène expliquait aussi pourquoi la Terre de cette époque voyait naître des insectes et des reptiles plus grands que ceux que l'on rencontre aujourd'hui. Des libellules aux ailes longues de plusieurs dizaines de centimètres, des grenouilles massives, des tortues gigantesques partageaient la vie des dinosaures. Tous profitaient de cet air particulier qui leur facilitait la vie. Cela donnait à chaque espèce plus de capacité à grandir, à se déplacer et à occuper de nouveaux espaces. Les paléontologues, qui étudient les fossiles, pensent que cette situation spéciale a rendu possible l'existence de nombreux groupes d'animaux différents dans le même endroit. Plus il y avait d'oxygène, plus la diversité pouvait grandir car chaque espèce trouvait les ressources nécessaires pour respirer, bouger, manger et se reproduire. Cette richesse de l'atmosphère s'ajoutait à l'abondance des plantes, créant un cercle vertueux où la grande taille devenait un atout. Pour comprendre à quel point l'oxygène était important, il faut penser à la façon dont l'organisme des dinosaures l'utilisait. Dès que l'air entrait dans leur corps, il voyageait rapidement vers les poumons. Les poumons des dinosaures, selon certains chercheurs, étaient très efficaces. Ils possédaient des particularités qui rendaient leur respiration plus utile que celle que l'on trouve chez beaucoup d'autres animaux modernes. Leur système respiratoire avait parfois des structures spéciales appelées sacs aériens qui permettent à l'air de circuler plus librement et de distribuer l'oxygène dans tout le corps. Quand les dinosaures inspiraient, l'air riche en oxygène était absorbé par les poumons puis véhiculé dans le sang jusqu'à chaque muscle, chaque organe, surtout dans les zones les plus éloignées, comme la tête ou la queue pour les géants. Ce système très efficace empêchait que des zones du corps soient privées d'oxygène, même lors d'efforts intenses ou dans des conditions difficiles. Cette gestion de l'air renforçait la résistance des dinosaures aux maladies ou à la fatigue. Chez les plus petits dinosaures aussi, cet air fourni en oxygène apportait des bienfaits. Les jeunes couraient, jouaient, exploraient sans se lasser, car leur corps était ravitaillé à chaque seconde. Cela leur permettait de suivre le groupe pendant les migrations et de survivre aux périodes où la nourriture se faisait plus rare. Chacun profitait ainsi du climat et de l'air favorable sans devoir s'arrêter souvent pour reprendre son souffle. L'avantage de l'oxygène ne se limitait pas à la respiration. Cela touchait aussi la capacité des organes internes à fonctionner longtemps sans s'user trop vite. Les cœurs battaient à un rythme fort mais stable, les poumons restaient sains, et les muscles supportaient de longues heures de marche ou de course. Les os se développaient solides et souples à la fois.
Cette condition expliquait en partie la longévité de certains dinosaures qui pouvaient vivre plusieurs dizaines d'années dans de bonnes conditions. Les adultes, grâce à leur taille massive et à leur système respiratoire performant, géraient mieux leur énergie. Après avoir mangé, ils pouvaient se reposer lentement sans craindre de manquer d'oxygène, même si une partie du corps était écrasée sous le poids ou allongée sur un sol humide. Cette capacité donnait aux dinosaures la force de se relever, de s'étirer ou de se remettre à marcher presque immédiatement. L'air chargé d'oxygène facilitait aussi la communication entre les animaux. Respirer facilement rendait la voix plus forte, les cris de contact, les sons pour prévenir d'un danger ou les appels pour rassembler le groupe portaient plus loin et étaient entendus par tous. Cela était fondamental pour la cohésion des troupeaux et pour la survie des petits qui devaient toujours rester proches des adultes. Le cycle de l'oxygène sur Terre était maintenu grâce à la grande quantité de plantes et d'arbres. En respirant, les dinosaures et les autres animaux consommaient l'oxygène, mais les plantes en produisaient sans cesse. Pendant le jour, avec la lumière du soleil, les forêts libéraient d'énormes quantités d'oxygène dans l'air. Cette régulation naturelle gardait l'atmosphère stable et permettait aux animaux d'en profiter tout le temps. Certains endroits de la planète, comme les forêts très denses, avaient un air encore plus riche en oxygène. Dans ces lieux, les dinosaures se montraient plus actifs, bougeaient en plus grand nombre et profitaient vraiment de la vitalité que leur donnait cette atmosphère. Cela expliquait pourquoi il était possible de voir autant de groupes différents dans la même région, chacun vivant selon ses propres règles mais partageant un espace commun. La disponibilité de l'oxygène poussait aussi les dinosaures à évoluer. Pour mieux profiter de cette richesse, le corps s'adaptait. Les narines pouvaient être placées sur le dessus du museau pour capter plus d'air, les voies respiratoires étaient parfois plus larges et le réseau de vaisseaux sanguins était optimisé pour emmener vite l'oxygène jusqu'aux muscles les plus éloignés. Les paléontologues retrouvent ces traces dans les os fossiles et dans la forme des crânes ou des cages thoraciques. Durant toutes les périodes de l'ère des dinosaures, l'oxygène a joué ce rôle principal dans la possibilité de devenir grand, fort et de vivre aussi longtemps. Avec le climat chaud, la pluie, les plantes riches et une respiration facilitée, chaque espèce a pu occuper une niche particulière, créer des groupes solidaires et atteindre des tailles inédites dans toute l'histoire de la vie sur Terre. L'importance de l'air et de l'oxygène n'était qu'un des nombreux secrets de ces animaux géants. Pour accompagner cette réussite, l'anatomie des dinosaures devait aussi présenter certaines qualités particulières. Leur façon de respirer, la structure de leurs os, la forme de leur corps montraient que chaque détail comptait pour permettre l'existence de créatures dépassant en taille tout ce qui avait jamais vécu sur notre planète. Les dinosaures ont profité pleinement de l'oxygène disponible dans l'air grâce à une manière de respirer très efficace, adaptée à leur taille impressionnante. Leur système respiratoire était à la fois puissant, complexe et très bien organisé. Pour un animal géant, assurer que l'air riche en oxygène parvienne à chaque partie du corps était essentiel pour vivre, bouger, manger, marcher ou courir sans s'arrêter. Leur façon de respirer a été une des grandes raisons de leur succès. L'intérieur du corps des dinosaures, surtout les plus grands, comportait des organes spécialisés pour faire circuler l'air. Chez beaucoup d'entre eux, les scientifiques pensent qu'il existait des poumons bien développés, reliés à des tuyaux appelés bronches, qui divisaient l'air en plusieurs directions. L'air inspiré par la bouche ou les narines était conduit dans les poumons, mais aussi dans des sortes de sacs remplis d'air qui se trouvaient à différents endroits du corps. Ces sacs aériens avaient une fonction très utile. Ils permettaient de garder un flux constant d'air frais à travers les poumons. Même lorsque le dinosaure expirait, ces sacs relâchaient de l'air riche en oxygène dans les poumons. De cette manière, l'oxygène alimentait les organes sans pause. Cette caractéristique rendait la respiration très efficace, car les poumons n'étaient jamais complètement vides ou remplis d'air usé. Grâce à ce système, chaque inspiration donnait plus d'oxygène au sang et, en même temps, aidait à expulser le dioxyde de carbone. Le mouvement de la cage thoracique aidait l'air à avancer.
Les côtes et les muscles autour du torse se soulevaient et s'abaissaient selon le rythme de la respiration. Les poumons fonctionnaient comme des pompes puissantes qui attiraient l'air puis le repoussaient, en maintenant une circulation régulière. La vitesse à laquelle l'air traversait les poumons était adaptée à la taille de chaque dinosaure. Les plus grands devaient respirer profondément, mobilisant leurs muscles fortifiés à chaque inspiration ou expiration. Chez certains dinosaures, ces sacs aériens allaient très loin dans le corps. Ils étaient présents non seulement autour des poumons, mais aussi entre les os, le long du cou, du dos et même jusqu'en partie dans la queue ou dans les os des pattes. Les os creux que l'on retrouve chez les dinosaures sont souvent reliés à ce système, car les sacs les traversaient. Cette disposition allégeait le squelette tout en permettant une meilleure circulation de l'air à l'intérieur du corps. L'oxygène absorbé par les poumons passait tout de suite dans le sang. Le cœur des dinosaures, particulièrement massif chez les grands, pompait ce sang riche en oxygène partout à travers les vaisseaux sanguins. Chaque organe, chaque muscle, chaque partie du corps recevait ainsi assez d'oxygène pour fonctionner au mieux, même lors d'un grand effort, d'une longue marche ou pendant la course. Ce processus rapide et efficace était possible grâce à l'organisation du système respiratoire et à l'adaptation de tout l'organisme depuis de nombreuses générations. Le fait d'avoir un système avec des sacs aériens apportait aussi un autre avantage. La température du corps pouvait être mieux contrôlée. L'air qui circulait aidait à refroidir le corps quand il faisait chaud et à répartir la chaleur quand il faisait plus froid. Les dinosaures pouvaient ainsi rester actifs pendant de longues heures, pendant la journée ou la nuit, sans être gênés par la chaleur ou le froid. Cette adaptation pouvait améliorer leur résistance au stress climatique et leur permettre de coloniser différents types de territoires, même ceux où le soleil ou le vent rendèrent la vie difficile. Les paléontologues, ceux qui étudient les fossiles, ont trouvé des indices de cette façon de respirer dans les os des dinosaures. Beaucoup de fossiles montrent des trous ou des canaux dans les vertèbres du cou ou du dos. Ces espaces étaient nécessaires pour laisser passer les sacs aériens. Chez certains oiseaux actuels, on retrouve le même principe. Les spécialistes pensent donc que les dinosaures utilisaient un système respiratoire ressemblant à celui des oiseaux, avec des poumons fixes bien ventilés par ces sacs. Pour le dinosaure, respirer de cette manière signifiait moins de risque d'être essoufflé ou de surchauffer pendant l'exercice. Même lors d'une fuite face à un prédateur ou lors d'un déplacement sur de très longues distances, le corps gardait un équilibre interne stable, les tissus internes restaient bien oxygénés, les muscles pouvaient continuer à se contracter sans épuisement rapide. Les dinosaures n'avaient pas à s'arrêter souvent pour respirer profondément ou reprendre leur souffle, leur système leur laissait toujours de la réserve. Cette particularité rendait aussi possible des comportements impressionnants. Se dresser sur ses pattes arrière, marcher longtemps le cou levé, explorer de nouveaux territoires en famille, parcourir de grandes prairies ou des étendues de forêt sans se fatiguer. Les sauropodes, les plus grands dinosaures connus, étaient un exemple parfait. Avec leur long cou et leur dos très allongés, ils avaient besoin que l'oxygène arrive en haut de la tête, puis revienne jusqu'aux extrémités de la queue. Leur système de sac aérien les aidait à amener assez d'air partout. Le maintien de ce système demandait aussi une grande coordination avec le cœur et les autres organes internes. Le rythme de la respiration devait être lié au rythme des battements du cœur. Trop rapide et le sang n'avait pas le temps de transporter l'oxygène. Trop lent et les muscles risquaient de manquer d'énergie. Cette harmonie entre chaque partie du corps, favorisée par des millions d'années d'évolution, permettait aux dinosaures d'atteindre une taille unique tout en restant actifs longtemps. Les jeunes dinosaures apprenaient très tôt à respirer ainsi. Dès la naissance, leur corps utilisait ce système de sac aérien qui s'allongeait au fur et à mesure que l'animal grandissait. Leur rythme de respiration s'adaptait en fonction de la taille du corps, des moments de la journée ou des efforts à fournir. Lors des jeux, des courses ou pendant la recherche de nourriture, la respiration était toujours efficace, même quand la croissance était très rapide. Le contrôle précis de la respiration avait un effet direct sur l'énergie.
Les muscles étaient capables de travailler pendant des heures, de marcher, de courir, de grimper, de manipuler la végétation ou de défendre le groupe. Cela permettait aussi de mieux supporter la chaleur du soleil, car l'air qui circulait dans le corps évacuait la chaleur vers l'extérieur dès qu'il faisait trop chaud. Les dinosaures géraient ainsi leur activité en fonction de la température ou de leur énergie. Cette respiration optimisée avait d'autres conséquences. Par exemple, le son produit par la respiration ou par le passage de l'air dans certains organes servait à communiquer. Certains dinosaures utilisaient probablement les espaces aériens de leur crâne ou de leur cou pour produire des bruits particuliers, cris forts, appels à distance, signaux d'alarme ou de rassemblement. L'organisation interne de leur système respiratoire facilitait l'amplification de ces sons, ce qui était bien utile dans les grandes forêts ou lorsque le troupeau s'étendait sur des kilomètres. Les fossiles retrouvés permettent d'imaginer la diversité de ce système chez les différents groupes de dinosaures. Les sauropodes, les théropodes ou les ornithopodes présentaient des différences dans la forme des cages thoraciques, des vertèbres ou dans l'emplacement des orifices permettant de faire passer les sacs aériens. Chaque groupe avait perfectionné sa manière de respirer selon ses besoins et ses habitudes de vie. Certains restaient très actifs toute la journée, d'autres étaient plus lents ou préféraient se reposer souvent. Le système respiratoire très développé n'était possible que grâce à la particularité de l'anatomie interne des dinosaures. Les os creux, remplis d'air et non de moelle, allégeaient le squelette tout en laissant l'air se répandre partout. La structure des côtes et la flexibilité de la cage thoracique étaient aussi des adaptations importantes. Cela permettait au corps de grandir sans devenir trop lourd à déplacer pour les articulations. La façon de respirer influençait aussi le comportement. Dans les moments d'alerte, lorsqu'un danger se présentait, les dinosaures pouvaient accélérer leur rythme de respiration pour oxygéner plus vite leurs muscles et préparer la fuite ou la défense. Quand la situation redevenait calme, ils ralentissaient pour se reposer sans gaspiller d'énergie. Cette capacité à ajuster la respiration selon chaque moment était un atout dans les forêts changeantes où le risque pouvait apparaître rapidement. Certains dinosaures utilisaient même leur souffle pour interagir avec l'environnement. Des études suggèrent que les grands dinosaures faisaient vibrer l'air autour d'eux par de puissants souffles, capables de transmettre des avertissements ou de signaler leur présence à longue distance. Les petits dinosaures, eux, contrôlaient leur souffle pour rester silencieux lorsqu'ils se déplaçaient près du sol ou se cachaient. Dans la vie en groupe, le contrôle de la respiration était utile pour la synchronisation entre individus. Marcher à la même cadence, avancer au même rythme lors des migrations, respirer ensemble lors des pauses rapprochaient les membres du groupe et assuraient la cohésion. Les signes sonores produits par la respiration facilitaient aussi la reconnaissance et la communication dans les environnements denses. La grande efficacité de la respiration des dinosaures jouait aussi un rôle majeur dans leur résistance à la faim, à la chaleur, au froid et à la fatigue pendant les longues marches. Les réserves d'énergie étaient utilisées avec parcimonie, l'oxygène amené rapidement partout permettait au corps de tenir des jours entiers sans repos complet, surtout durant les grandes périodes de migration où il fallait parcourir beaucoup de kilomètres pour trouver de nouvelles plantes ou de l'eau. Le système respiratoire optimisé des dinosaures permettait enfin de supporter un mode de vie très diversifié. Dans certaines régions, les grandes espèces vivaient au soleil, dans les forêts denses, sur les plaines ouvertes ou près des cours d'eau. Le climat passait de très chaud à frais selon les zones, mais les animaux s'adaptaient toujours grâce à leur maîtrise de l'air et de la chaleur interne. Pour les paléontologues, examiner les trous dans les os, la forme des côtes, les restes fossiles de la cage thoracique ou du bassin est un moyen de mieux reconstituer cette organisation respiratoire. Ces études donnent des réponses sur la manière dont les plus grands animaux terrestres ont pu respirer facilement, bouger sans se fatiguer et s'installer dans autant d'environnements différents. Tous ces détails montrent combien une bonne respiration a été décisive pour la vie des dinosaures. Les adaptations de leur système interne complétaient la richesse de l'air, la profusion des plantes et l'équilibre du groupe. Mais pour supporter des corps si grands et lourds, il fallait encore plus. Leur squelette devait être robuste, mais aussi très léger.
Cette nouvelle particularité a joué un autre rôle fondamental dans leur incroyable évolution. Les dinosaures de grande taille recevaient beaucoup de soutien de leur façon de respirer, mais cela ne suffisait pas pour expliquer comment ils pouvaient bouger, marcher, courir et même se tenir debout malgré leur poids immense. Leur squelette jouait un rôle tout aussi essentiel. Les os des dinosaures, surtout chez les espèces les plus grandes, étaient différents de ceux de beaucoup d'animaux d'aujourd'hui. À l'intérieur, ils contenaient beaucoup d'air, car ils étaient creux sur une bonne partie de leur longueur. Cette particularité était d'une importance fondamentale pour permettre à un animal géant de rester mobile et actif sur la terre ferme. Les paléontologues qui étudient les restes des dinosaures ont découvert que beaucoup de leurs os étaient légers par rapport à leur taille. Si on regarde un fémur ou une vertèbre de sauropode, on voit qu'il y a des espaces vides à l'intérieur, des réseaux de minces parois osseuses qui forment une structure solide, mais peu lourde. Ces espaces étaient reliés au sac aérien, qui faisait partie du système respiratoire. Ainsi, l'air circulait non seulement dans les poumons, mais aussi dans une bonne partie du squelette. Cette structure légère donnait à un dinosaure de plusieurs tonnes la capacité de bouger son cou, ses pattes et toute sa colonne vertébrale sans que son squelette ne pèse trop ni ne casse facilement. Les os n'étaient pas fragiles pour autant. Les parois restaient épaisses et organisées de façon à porter de lourdes charges. En même temps, la présence d'air à l'intérieur rendait tout l'ensemble plus facile à manier, même pour les individus les plus jeunes. La légèreté du squelette se retrouvait dans toutes les parties du corps. Le crâne de beaucoup de dinosaures, même s'il était long ou large, contenait des cavités aériennes qui en réduisaient le poids. Cela évitait aux grands animaux d'avoir une tête trop lourde pour leur cou. Les vertèbres du dos, très longues chez certains sauropodes, avaient des trous, des sillons et des poches d'air, ce qui permettait au dos de rester solide mais souple et léger. Les os des pattes, bien que puissants et grands, n'étaient jamais pleins, ce qui permettait de soutenir le corps géant sans s'épuiser lors des déplacements. Cette technique naturelle avait d'autres bénéfices. Un squelette allégé réduisait l'énergie nécessaire pour marcher. Chaque pas demandait moins de force. Les fougères épaisses, les pentes douces ou les terrains humides étaient plus faciles à traverser pour les dinosaures massifs, car leurs os ne les alourdissaient pas trop. Même les déplacements sur plusieurs kilomètres devenaient possibles sans grande fatigue. Grâce à ce squelette optimisé, les dinosaures pouvaient parcourir les vastes plaines, suivre les rivières, grimper sur des collines ou pénétrer dans des forêts épaisses à la recherche de nourriture. Les jeunes dinosaures bénéficiaient aussi de cette légèreté. Lorsqu'un bébé dinosaure sortait de son œuf, ses os étaient déjà partiellement creux, ce qui lui permettait d'apprendre à marcher rapidement. La croissance rapide de son corps s'accompagnait d'un développement continu du squelette. Les cavités se formaient au fur et à mesure pour rendre le corps de plus en plus léger sans perdre de solidité. Les paléontologues ont trouvé des preuves de cette structure dans des fossiles bien conservés. Ils voient des réseaux de petits trous et de canaux dans les os fossilisés, souvent remplis de sédiments aujourd'hui, mais qui contenaient de l'air à l'époque. Ces détails montrent à quel point la nature avait adapté les dinosaures à leur gigantesque taille. Cette évolution n'était pas le fruit du hasard, mais une réponse à la nécessité de rendre la vie possible pour de si grands êtres vivants. Les os creux ne servaient pas qu'à alléger le squelette, ils jouaient aussi un rôle dans le système respiratoire. L'air circulant à l'intérieur des os apportait plus d'oxygène dans tout le corps. Cela aidait à refroidir le corps durant les grandes chaleurs. Quand les dinosaures étaient actifs pendant plusieurs heures, la chaleur pouvait s'accumuler dans les muscles et les organes. Les sacs aériens, en envoyant de l'air frais à travers les os, participaient à la régulation de la température interne. Cela donnait à ces animaux une endurance unique, même sous le soleil fort ou pendant les longues marches. Chez les dinosaures de grande taille, chaque partie du squelette et chaque articulation devaient en être renforcées pour supporter leur masse. Les vertèbres du cou, par exemple, étaient souvent reliées par de fortes attaches, tout en gardant leur légèreté grâce aux cavités aériennes. La colonne vertébrale résistait aux forces énormes créées lors du mouvement.
de la marche ou même simplement en restant debout. Les articulations, pleines de cartilage solide, amortissaient chaque pas et permettaient aux membres d'absorber les chocs. Cette organisation des os expliquait pourquoi certaines espèces pouvaient avoir un cou long de plusieurs mètres sans que celui-ci ne tombe sous son propre poids. Les tendons et les muscles, attachés à des points précis sur les os légers, permettaient de bouger tout le cou vers le haut, le bas ou sur les côtés. Pour manger ou surveiller l'environnement, les grands dinosaures utilisaient ces capacités pour atteindre la nourriture à différentes hauteurs ou voir venir les dangers de loin. La solidité et la souplesse se retrouvaient aussi au niveau des jambes. Les os du fémur ou du tibia supportaient toute la masse de l'animal, mais grâce à leur structure interne, ils résistaient à la pression sans pour autant l'alourdir. Chez les sauropodes, les pieds étaient larges, entourés de coussinets épais qui répartissaient le poids sur le sol. Cette adaptation évitait que l'animal ne s'enfonce dans la terre molle ou ne blesse ses pattes à cause du poids. La queue, souvent longue et lourde, servait elle aussi d'équilibre, de défense ou de signal dans le groupe. Les os des vertèbres caudales étaient construits sur le même principe que ceux du cou et du dos, forts à l'extérieur, légers et creux à l'intérieur. Cela la rendait facile à mouvoir, rapide lors des mouvements brusques et capable de frapper si un prédateur s'approchait du troupeau. Ce squelette intelligent fournissait aussi de la sécurité pendant la période de croissance. Quand un dinosaure grossissait, les os creux s'étendaient, les cavités et les canaux d'air augmentaient au fur et à mesure que le poids du corps devenait plus important. Cela permettait aux jeunes de continuer à bouger, voire à courir, même quand ils gagnaient plusieurs centaines de kilos en très peu de temps. Leur corps ne devenait jamais trop lourd pour leurs pattes ou leur colonne vertébrale. Les différences dans la taille, la forme ou la constitution du squelette permettaient à chaque espèce de vivre dans des conditions variées. Par exemple, des dinosaures au corps plus court et trapu pouvaient traverser les forêts denses, tandis que les sauropodes de grande taille s'installaient dans les plaines ouvertes. Les stégosaures et les ankylosaures, dotés aussi d'os allégés mais protégés par des plaques ou des pointes, pouvaient rester en groupe pour se défendre encore mieux contre les attaques. Le rapport entre la légèreté des os et la taille du corps a permis l'apparition de comportements nouveaux. Les dinosaures géants pouvaient former de grands troupeaux, se déplacer sur de larges territoires en quête de nourriture ou d'eau, migrer en famille vers de nouveaux espaces quand la saison changeait. Ils pouvaient surveiller les alentours, protéger les jeunes et même construire des nids sur des terrains accidentés sans être bloqués par leur propre poids. Certains dinosaures utilisaient leur squelette léger pour produire des sons. Chez quelques espèces, le passage de l'air à travers des cavités dans le crâne ou le cou produisait des bruits puissants, utiles pour communiquer avec le groupe ou faire fuir les prédateurs. Ces adaptations anatomiques sont visibles sur les fossiles et montrent combien la structure interne des os était liée à la vie sociale des dinosaures. La rapidité de déplacement était aussi favorisée par ces os allégés. Il ne s'agissait pas simplement de marcher lentement. Beaucoup de dinosaures savaient accélérer, se regrouper rapidement ou changer de direction pour éviter les dangers. Les muscles puissants, attachés à des os légers, donnaient des mouvements précis, utiles pour attraper la nourriture, se défendre ou prendre la fuite. Lorsqu'un dinosaure mourait, son squelette pouvait survivre longtemps dans la terre ou la boue, ce qui explique le nombre impressionnant de fossiles retrouvés de nos jours. Les os restaient bien conservés dans les couches géologiques profondes et les détails des cavités aériennes peuvent encore être étudiés des millions d'années plus tard. Les scientifiques utilisent des outils très fins pour observer ces structures et reconstruire la façon dont le dinosaure vivait, se déplaçait et croissait. L'efficacité de ce système se voyait aussi pendant les périodes difficiles. Lorsqu'il y avait moins de nourriture, moins d'énergie, ou qu'il fallait parcourir de plus longues distances pour survivre, les dinosaures géants pouvaient garder un rythme de vie stable grâce à l'ensemble formé par leur squelette léger, leur respiration efficace et leur maîtrise de l'oxygène. Leur corps résistait mieux au manque de ressources, à la fatigue et au climat changeant. Des générations entières ont pu vivre grâce à cette solution. De la naissance à l'âge adulte,
De la construction du nid à la migration saisonnière, toutes les étapes de la vie étaient facilitées par cette combinaison entre solidité et légèreté. Les plus vieux pouvaient continuer à marcher et à protéger le groupe, les jeunes trouvaient leur place sans risquer de se blesser, et même les très grands arrivaient à explorer de nouveaux territoires. La structure interne des eaux n'est donc pas seulement une curiosité, elle est la preuve que la nature a inventé des moyens très efficaces pour soutenir les plus grands animaux qui ont existé sur Terre. En gardant un squelette facile à porter, mais capable de résister à toutes les contraintes, les dinosaures ont pu explorer chaque recoin de leur environnement, établir de grands groupes et cohabiter avec d'autres espèces au quotidien. Mais cette légèreté du squelette n'a pas suffi à assurer le succès des dinosaures géants. Pour vivre aussi longtemps et aussi grand, ils devaient gérer un autre défi de taille, la perte et la gestion de la chaleur dans leur immense corps, afin de continuer à se déplacer et à rester actifs, même quand la température variait autour d'eux. Gérer la chaleur dans un corps de dinosaure géant était une tâche très importante pour rester actif, continuer à manger, marcher et vivre longtemps dans des milieux où la température changeait entre les journées chaudes et les nuits fraîches. Cette gestion de la chaleur était possible grâce à leur grande taille et à différentes caractéristiques de leur corps, qui leur permettaient d'utiliser la chaleur accumulée pendant la journée et de la garder pendant la nuit. Quand le soleil montait dans le ciel, la lumière réchauffait la terre, les plantes et la peau des dinosaures. Les plus grands, grâce à leur taille, pouvaient absorber beaucoup de chaleur en se tenant debout dans des endroits ouverts, au milieu des plaines ou des forêts claires. Leur peau épaisse et leur masse corporelle importante leur permettaient de stocker cette chaleur. La quantité de chaleur que leur corps recevait restait présente pendant de longues heures. Quand la nuit arrivait ou lors des périodes de vent et de pluie, la température baissait. La chaleur stockée dans leur corps n'était pas perdue tout de suite. Leur masse énorme ralentissait beaucoup la perte de chaleur. Cela voulait dire que les grands dinosaures ne se refroidissaient pas rapidement quand le soleil disparaissait. Ils pouvaient continuer à bouger lentement, à chercher de la nourriture, à surveiller leurs petits ou même à dormir dehors sans risquer d'attraper froid. Les tissus épais de leur peau, les couches de graisse sous la surface et parfois même la couverture de plaques osseuses ou de petites écailles limitaient la perte de chaleur. Chez certaines espèces, la forme du corps aidait aussi à garder la chaleur près des organes importants. Même dans les régions où la température changeait fortement entre le jour et la nuit, leur système de conservation de la chaleur leur permettait de rester actifs presque tout le temps. Pour les jeunes dinosaures, la protection contre le froid était encore plus importante. Les petits, moins massifs, perdaient plus vite la chaleur. Ils restaient souvent proches des adultes, dans l'ombre de leur grand corps pendant la journée ou blottis contre eux pendant la nuit. La chaleur des géants aidait à garder les petits en sécurité. Cette proximité créait une sorte de bouclier naturel contre le froid pour les membres les plus fragiles du groupe. Les troupeaux offraient aussi une protection supplémentaire. Quand beaucoup de dinosaures s'allongeaient ou s'assoyaient ensemble, la chaleur de chaque corps s'ajoutait à celle des voisins. À l'intérieur d'un groupe nombreux, la température restait plus stable même si le vent soufflait ou si l'humidité augmentait. Cela permettait à chacun de dormir ou de se reposer plus longtemps, d'économiser de l'énergie et de grandir facilement. Les grands n'avaient pas besoin de chercher une cachette ou un abri tous les soirs. La chaleur de leur propre corps et celle du groupe leur suffisait. Pendant les journées très chaudes, les dinosaures pouvaient au contraire craindre de surchauffer. Leur taille leur donnait l'avantage de stocker la chaleur, mais il fallait parfois éviter d'en recevoir trop. Ils cherchaient alors l'ombre des arbres ou se rapprochèrent de l'eau pour se rafraîchir. Certains plongeaient une partie de leur corps dans une rivière ou un marais pour refroidir leur peau. Le contact avec l'eau ou la terre fraîche absorbait l'excès de chaleur et évitait les problèmes liés à la surchauffe. Leur comportement s'adaptait selon la température de la journée. Aux heures les plus chaudes, les groupes se rassemblaient sous les grands arbres ou restaient immobiles pour limiter la production de chaleur. Les activités, comme marcher ou chercher de la nourriture, étaient plus intenses le matin et le soir, quand l'air était encore doux.
Cette organisation quotidienne aidait les dinosaures à rester en bonne santé et à éviter le stress climatique. La circulation de la chaleur dans un grand corps de dinosaure dépendait aussi du sang. Les vaisseaux sanguins transportaient la chaleur des muscles vers la peau, où elle pouvait s'échapper si besoin. En cas de surchauffe, les vaisseaux s'ouvraient plus près de la surface, ce qui permettait à la chaleur de sortir par la peau. Pendant les périodes froides, le sang circulait surtout près des organes internes, gardant les parties essentielles du corps à une température stable. Ce système de régulation était contrôlé par le cerveau qui ajustait la distribution de la chaleur selon le besoin de l'animal. Certaines espèces possédaient des structures spéciales sur leur corps qui aidaient à gérer la chaleur. Les plaques osseuses du stégosaure, par exemple, étaient traversées par de nombreux vaisseaux sanguins. Quand il faisait chaud, le sang circulait à travers ces plaques, qui agissaient comme des radiateurs naturels, envoyant la chaleur en dehors du corps. Quand il faisait froid, la circulation ralentissait dans ces plaques et la chaleur restait à l'intérieur du corps. Ce système était une adaptation très efficace pour un animal qui vivait dans des régions où la température pouvait beaucoup changer. Chez d'autres, la queue, le cou ou certaines parties de la tête étaient utilisées pour perdre ou capter la chaleur plus facilement. Les paléontologues pensent que la disposition spéciale de certains os, de la peau ou des muscles dans ces régions pouvait guider la chaleur là où c'était nécessaire. Les dinosaures pouvaient ainsi contrôler de façon très précise la température de leur corps en fonction de la météo ou de l'environnement. Les périodes de pluie apportaient aussi des défis pour la gestion de la chaleur. Quand la peau était mouillée, elle pouvait perdre plus de chaleur qu'à sec. Pour éviter cela, certains dinosaures cherchaient les endroits protégés ou utilisaient leur grand corps pour secouer l'eau des plus petits. D'autres se couvraient d'une fine couche de boue qui faisait comme une protection contre le froid et la pluie. Cela servait en même temps à repousser les insectes gênants ou à protéger les éventuelles blessures cutanées. La chaleur emmagasinée pendant la journée avait un autre effet important. Elle aidait à la digestion. Après avoir mangé, les dinosaures utilisaient cette chaleur interne pour accélérer le travail des organes du ventre. Un ventre bien chaud aidait les enzymes à décomposer les feuilles épaisses ou les branches avalées, ce qui facilitait l'absorption des nutriments dans le sang. Digérer prenait beaucoup de temps et d'énergie, mais la température stable permettait aux dinosaures de tirer un maximum de profit de chaque repas. Le cycle des saisons demandait aussi une adaptation continue à la température. Pendant les mois les plus froids, les dinosaures cherchaient les coins les plus ensoleillés, avançaient lentement et mangeaient plus pour avoir assez d'énergie. Pendant les chaleurs de l'été, ils privilégiaient les endroits frais, l'ombre des forêts, ou plongeaient dans les points d'eau. Certains paléontologues suggèrent même que certaines espèces pouvaient migrer, se déplaçant vers des régions où la température convenait mieux à leur mode de vie. Leur capacité à gérer la chaleur avait aussi des conséquences sociales. Les individus les plus massifs pouvaient offrir de l'ombre ou de la chaleur aux autres membres du groupe, renforçant les liens familiaux et l'entraide. Les jeunes s'installaient près des vieux ou des grands pendant la nuit, formant une protection naturelle contre le froid. Les petits apprenaient peu à peu quels étaient les meilleurs comportements pour se réchauffer ou éviter la surchauffe en observant comment faisaient les adultes. Les empreintes fossiles et les études sur les os permettent aujourd'hui de comprendre comment ces adaptations fonctionnaient. On voit parfois des traces qui montrent des groupes couchés ensemble, tournés dans la même direction, indiquant que la gestion commune de la chaleur était un comportement très partagé. D'autres fossiles montrent des os spécialement adaptés pour laisser passer le sang ou pour supporter le poids même dans des régions très froides ou très chaudes. Garder la chaleur assez longtemps était un avantage pour la survie dans un monde où la météo pouvait changer brusquement. Un matin frais pouvait suivre une nuit chaude. Une averse pouvait faire baisser la température en quelques minutes. Les grands dinosaures n'étaient pas fragiles devant ces variations. Leur corps faisait face, ajustant chacun de ces systèmes pour survivre. L'accès à l'eau était aussi vital dans la régulation de la chaleur corporelle. Boire souvent aidait à compenser les pertes d'eau causées par la chaleur, par la respiration et la transpiration à travers la peau. L'eau bue restait dans le corps jusqu'à ce que le sang ou les tissus aient retrouvé un bon équilibre.
Les points d'eau étaient aussi des lieux de repos appréciés, car ils offraient rafraîchissement et sécurité au groupe, surtout lors des jours de grand soleil. Pour les dinosaures carnivores, qui bougeaient souvent plus vite pour chasser, la gestion de la chaleur était aussi importante. Ils utilisaient leur souplesse, se déplaçaient surtout dans les moments frais et reposaient leur corps à l'ombre en journée. Leur peau avait parfois une structure très fine ou comportait des plaques spécialisées pour réguler la température intérieure et éviter la fatigue. Tous ces détails de leur vie quotidienne montrent que la taille géante des dinosaures était une grande aide, non une gêne, pour rester à la bonne température presque tout le temps. Leur corps avait évolué de nombreuses façons pour utiliser au mieux la chaleur du soleil, résister au froid, conserver l'énergie et continuer les activités normales quelles que soient ces variations de la météo. Cette gestion de la chaleur, combinée à la nourriture, à la respiration efficace et au squelette léger, leur permettait de former de grands groupes, de protéger leurs petits et d'assurer la survie de l'espèce pendant très longtemps. Grâce à ces adaptations, la vie en groupe devenait encore plus efficace et avantageuse pour tous les membres du troupeau. Grâce à toutes ces adaptations, la vie des dinosaures n'était pas seulement une aventure individuelle. Beaucoup d'espèces vivaient ensemble, traversaient les terres en grands groupes et partageaient le même espace naturel. Cette manière de vivre, souvent en troupeau ou en familles nombreuses, leur apportait de grands avantages. Leur grande taille, leur capacité à gérer la chaleur et leur efficacité à trouver de la nourriture ou de l'eau permettaient aussi de rendre la vie des groupes encore plus sûre. Quand un groupe de dinosaures se déplaçait dans la plaine, chaque individu trouvait une place précise selon son âge, sa taille ou sa force. Les adultes les plus robustes avançaient souvent devant, ouvrant le chemin, retirant les plantes gênantes, vérifiant le terrain et l'absence de danger. Les plus jeunes restaient au centre du groupe, protégés par la masse des adultes ou par ceux qui avaient plus d'expérience. Les troupeaux avançaient lentement, s'arrêtaient pour manger, buvaient ensemble et se reposaient de façon organisée. La vie en groupe offrait une protection importante contre les prédateurs. Lorsqu'un danger approchait, comme un dinosaure carnivore ou un autre animal menaçant, les membres adultes servaient de rempart. Ils formaient une sorte de cercle autour des petits, mettant leur corps entre eux et le danger. Les adultes faisaient parfois beaucoup de bruit, frappaient le sol, agitaient leur queue ou leurs pattes, ce qui pouvait suffire à faire fuir un prédateur. Les plus grands et les plus forts se tenaient toujours prêts à défendre le groupe, facilitant la survie de tous. Les jeunes apprenaient ainsi à repérer les signaux d'alerte. Un cri différent, un mouvement brusque, la position des adultes leur indiquait rapidement ce qui se passait. Cela les aidait à devenir prudents, à savoir comment se cacher, où se placer et comment suivre le groupe même quand ils étaient encore petits. Ces comportements étaient transmis d'une génération à l'autre grâce à l'exemple et à l'expérience quotidienne dans le groupe. Le partage de la nourriture était aussi une stratégie du groupe. Chaque membre ne mangeait pas en même temps ni au même endroit. Les petits attendèrent souvent que les plus grands fassent tomber des feuilles ou des branches en mangeant dans les arbres ou sur les fougères, puis ils venaient les prendre au sol. Les adultes s'assuraient d'avoir un accès suffisant à la nourriture pendant que les petits apprenaient à chercher eux-mêmes après avoir observé les gestes de leurs parents. Le groupe favorisait l'apprentissage de toutes les tâches essentielles. Les jeunes observaient comment casser une branche, arracher de l'herbe, choisir les meilleures feuilles ou détecter la présence de fruits. Ils voyaient aussi comment boire sans se mouiller ou comment s'abriter lors d'une averse. Grâce à cette observation, ils devenaient autonomes plus vite, ce qui augmentait leurs chances de survivre quand ils grandissaient. La solidarité du groupe se voyait même lors des déplacements difficiles. Traverser une rivière, marcher sur un sol boueux, grimper un talus ou contourner une zone dangereuse était plus facile quand tout le monde avançait ensemble. Les plus forts aidèrent parfois les plus faibles, et le groupe ralentissait pour attendre un animal blessé ou un jeune fatigué. Les adultes surveillaient aussi les coins où il était risqué de s'arrêter trop longtemps, dirigeant le troupeau vers les lieux sûrs. Le fait de vivre en groupe aidait également à se défendre contre les changements soudains de la météo.
Quand la température baissait ou qu'il pleuvait fort, les dinosaures se serraient les uns contre les autres. Cette proximité leur permettait de partager la chaleur, de retenir la température et de réduire la fatigue liée au froid ou à l'humidité. Le soir, les troupeaux cherchaient des endroits abrités où tous pouvaient dormir près les uns des autres, renforçant le sentiment de sécurité. Les adultes s'occupaient souvent des petits qui perdaient leur chemin ou qui avaient du mal à avancer. Quelques individus plus âgés guidaient parfois les jeunes vers des coins calmes pour manger ou dormir, les ramenaient au centre du groupe si le danger s'approchait. Cette vigilance constante était une base solide pour la survie collective. Les cris, les bruits de pas, les frottements des corps au sein du troupeau permettaient de garder le contact même dans la nuit ou quand la visibilité était faible. L'entraide se voyait aussi dans la défense des nids. Pendant la saison de la ponte, certains dinosaures choisissaient de déposer leurs œufs dans le même lieu, formant de véritables colonies. Les adultes restaient auprès des nids, surveillaient les alentours, repoussaient les petits prédateurs comme les reptiles ou les oiseaux carnivores qui essayaient de s'emparer des œufs. Cette protection collective augmentait les chances de voir éclore un plus grand nombre de jeunes qui pouvaient alors rejoindre le groupe et être pris en charge. Les moyens de communication jouaient un grand rôle pour organiser la vie en commun. Les cris, les appels, les bruits produits avec la bouche ou les pieds servaient à donner des signaux à distance. Avertissement du danger, appel à la nourriture, rassemblement du troupeau, ou même pour signaler la naissance d'un petit. La voix portait loin car les dinosaures avaient de grandes poitrines et souvent des structures spéciales dans les os qui amplifiaient le son. Durant les grandes migrations, le groupe se déplaçait sur des dizaines, parfois des centaines de kilomètres. Les adultes guidaient le troupeau, suivaient la pousse des nouvelles plantes, trouvaient les points d'eau nécessaires pour boire. Personne ne restait isolé longtemps, car vivre seul était dangereux et demandait trop d'efforts dans un monde où il pouvait y avoir de nombreux risques. Cette organisation sociale n'était pas figée. Le groupe pouvait changer de forme selon les besoins. Un troupeau pouvait se diviser en plusieurs petits groupes, chacun mené par un adulte expérimenté, pour mieux exploiter les ressources sur une grande étendue. Puis, tous se retrouvaient lors des périodes de repos ou lors des déplacements vers de nouveaux territoires. Les liens familiaux restaient forts, même quand certains membres partaient explorer plus loin. La reproduction était aussi favorisée par la vie en groupe. Les adultes, lors de la saison des amours, utilisaient des signaux visuels, des cris ou des parades pour attirer un partenaire. Trouver un compagnon dans un grand troupeau était plus facile, car il y avait plus de choix et les comportements étaient visibles par tous. Les plus gros, les plus forts, ou ceux ayant le plus beau plumage ou la plus belle crête, étaient souvent choisis, ce qui permettait d'assurer l'émergence de traits utiles à la survie du groupe. La protection des œufs et des jeunes était prise très au sérieux. Dès qu'un œuf commençait à éclore, plusieurs adultes pouvaient venir voir, éloigner les intrus, aider à la sortie du petit. Les nouveau-nés étaient au centre de tous les soins. Ils étaient nourris, protégés, accompagnés dans leurs premiers pas. Grandes et petites espèces suivaient ce principe, adaptant la taille du groupe ou l'organisation selon la saison et l'abondance de la nourriture. Les moments de repos étaient aussi des occasions de renforcer les relations sociales. Les dinosaures se couchaient souvent près les uns des autres, partageaient la chaleur et la tranquillité. Les adultes se grattaient, nettoyaient leur peau ou celle des autres, chassaient les parasites comme les insectes grâce à leur museau ou leur queue. Ces gestes simples facilitaient la cohésion du groupe et diminuaient le stress causé par la vie dans la nature. L'apprentissage restait une priorité durant toute la croissance. Les jeunes restaient plusieurs années auprès de leurs parents ou des membres les plus âgés. Ils découvraient les dangers, les habitudes alimentaires, les chemins sûrs, les criques secrètes où se reposer, les méthodes pour éviter la pluie ou les grands vents. Les échanges d'expériences rendaient les groupes plus intelligents, capables d'adapter leur comportement selon les changements de l'environnement. La coopération pouvait même prendre la forme d'une aide aux blessés. Dans certains cas, des dinosaures malades ou âgés étaient surveillés ou défendus par le reste du groupe. Ils recevaient la même nourriture,
étaient protégés des attaques et pouvaient se reposer le temps nécessaire. Cela montrait que la vie sociale était très développée chez de nombreux dinosaures, bien au-delà de la simple survie individuelle. Même la mort d'un membre avait un impact sur le groupe. Lorsqu'un dinosaure mourait, le reste du troupeau pouvait l'éviter un certain temps, comme par respect pour l'individu, mais aussi pour ne pas attirer les charognards près des jeunes. Parfois, le groupe se déplaçait à une certaine distance ou changeait d'habitude pour éviter la propagation de maladies. Cette adaptation rapide composait l'un des aspects les plus subtils de la vie sociale chez les dinosaures. La vie en groupe favorisait aussi la surveillance du territoire. Chaque adulte connaissait les limites du domaine du troupeau, les meilleurs endroits pour boire, les coins riches en nourriture, les passes sûres pour traverser une rivière. Dès qu'un danger ou un animal inconnu apparaissait, l'information circulait vite et tout le monde pouvait se préparer ou fuir ensemble. À travers ces milliers de jours partagés, la vie sociale donnait aux dinosaures une grande stabilité. Les relations entre adultes, entre jeunes et vieux, les attentions constantes portées aux plus fragiles, faisaient des groupes des communautés fortes, avancées, capables de surmonter les difficultés du climat, des prédateurs et des pénuries de nourriture. Toute cette organisation sociale était rendue possible grâce aux caractéristiques du corps des dinosaures, à leur taille, à leur système de communication et à leur intelligence collective. Les plus grands troupeaux étaient parfois visibles à des kilomètres à la ronde, une véritable force de la nature, avançant lentement, vivant ensemble, échangeant les connaissances, protégés par la solidarité et la puissance de leur mode de vie. C'est à travers leur vie en groupe, renforcée par toutes les adaptations physiques et comportementales, que les dinosaures ont pu prospérer pendant des millions d'années. Leur succès repose sur un équilibre parfait entre la nature, la vie collective et les spécificités de chaque espèce. Cet équilibre a permis de voir naître, grandir et survivre les plus grands animaux que la Terre ait jamais portés. Ensemble, ils ont formé les communautés les plus impressionnantes de l'histoire vivante de notre planète, devenant pour toujours le symbole de la force et de l'union dans la nature ancienne. Tout au long de l'existence des dinosaures, les groupes marchaient ensemble, partageaient la nourriture, se protégeaient et élevaient leurs petits grâce à la force de leur union et à toutes les adaptations que la nature avait rendues possibles. Mais pour comprendre pleinement pourquoi certains dinosaures sont devenus si grands, il faut rassembler tous les détails de leur vie, de leur environnement, de leur corps et de leur comportement. Les conditions de la Terre, leur organisation interne et leur manière d'interagir expliquent comment ils ont réussi à dominer la planète pendant des millions d'années. La Terre, durant toute l'ère des dinosaures, était un monde très différent d'aujourd'hui. À partir d'environ 230 millions d'années dans le passé et jusqu'à il y a 65 millions d'années, la planète offrait un climat chaud, beaucoup de pluie, une humidité importante et une lumière du soleil très puissante. Ces conditions naturelles favorisaient la pousse de plantes immenses, des fougères, des conifères aux troncs épais, des palmiers géants et une végétation riche sous toutes ses formes. Le sol, plein de nutriments, accueillait chaque année de nouvelles pousses et des tapis de feuilles épaisses. Dans ce décor, la nourriture ne manquait jamais. Les dinosaures trouvaient en abondance de quoi manger, que ce soit au ras du sol ou tout en haut des arbres. Chaque partie de la forêt offrait une forme de nourriture à une espèce spécialisée. Certains mangeaient les feuilles des arbres en hauteur, d'autres préféraient les fougères épaisses ou les plantes tendres des marais. Ce partage des ressources limitait la compétition et permettait à chacun de croître rapidement. La disponibilité permanente de nourriture expliquait la grande diversité de tailles. Plus un animal pouvait manger, plus il avait d'énergie pour croître. Les sauropodes, par exemple, pouvaient atteindre une longueur de plus de 30 mètres grâce aux quantités énormes de feuillage qu'ils consommaient chaque jour. Les jeunes grands herbivores trouvaient aussi, sans effort, de quoi remplir leur ventre pendant les premiers moments de leur existence. L'abondance de végétaux garantissait la survie de millions d'individus avec des naissances fréquentes et un renouvellement constant des générations. L'atmosphère particulière de la Terre, avec une proportion d'oxygène plus élevée, jouait aussi un rôle clé.
La présence de beaucoup d'oxygène dans l'air aidait les dinosaures à respirer, même avec des poumons énormes et des corps très volumineux. Les scientifiques ont montré, grâce à l'étude des fossiles et à l'analyse de roches anciennes, que cette richesse en oxygène était plus importante qu'aujourd'hui, atteignant parfois presque 35%. Ce niveau permettait une respiration plus efficace, donnant plus d'énergie aux muscles et aux organes. Pour soutenir cette croissance rapide et cette énergie, le corps des dinosaures devait être adapté. Leur système respiratoire, avec des poumons puissants et des sacs aériens qui envahissaient le corps et les os, garantissait une circulation constante de l'air. Cette manière de respirer, associée à la présence d'os creux et légers, permettait de garder un squelette solide mais facile à porter. Les animaux pouvaient bouger, marcher, courir, se tenir debout, grimper ou même nager sans craindre le poids de leur propre corps. Le fonctionnement du cœur, des muscles et du système digestif était aussi perfectionné. Les organes internes transportaient rapidement le sang, l'oxygène et les nutriments vers toutes les parties du corps, même les plus éloignées comme le bout du cou ou de la queue. La digestion était aidée par la chaleur interne stockée dans les tissus, permettant d'extraire un maximum d'énergie des feuilles, des branches ou des fruits avalés chaque jour. La taille offrait des avantages dans presque tous les aspects de leur vie. Plus un dinosaure était grand, plus il intimidait les prédateurs. Les espèces de petite taille devaient toujours se cacher ou fuir. Les géants, eux, n'avaient peur que de rares carnivores, et même ces chasseurs puissants évitaient souvent les adultes robustes rassemblés en troupeaux. La taille facilitait donc la survie des adultes, et les jeunes profitaient de la protection offerte par leur groupe familial. La gestion de la chaleur jouait aussi un rôle fondamental. Un grand corps perd sa chaleur moins rapidement. Ainsi, les dinosaures pouvaient vivre dans des régions où la nuit devenait fraîche ou pendant les changements de saison. Leur taille les aidait à rester actifs plus longtemps, à chercher de la nourriture à différents moments de la journée ou à résister au vent ou à la pluie. Vivre en groupe multipliait encore les atouts liés à la taille. Les adultes partageaient la chaleur, la nourriture, surveillaient les alentours, se défendaient ensemble et veillaient sur les jeunes. Chaque individu profitait d'une protection multiple, celle de sa propre taille et celle du troupeau. Cette solidarité sociale augmentait les chances de survie pour tous, en faisant des communautés très résistantes aux catastrophes, aux maladies ou aux changements de l'environnement. Les particularités du squelette des dinosaures restent une clé essentielle du mystère. Leurs os, remplis d'air et non de moelle, rendaient leur corps beaucoup plus léger que ce que l'on pourrait penser. Cela facilitait le déplacement et évitait que le poids ne blesse les articulations ou les muscles. Cette innovation anatomique est visible aujourd'hui dans les fossiles. Les paléontologues remarquent les cavités dans chaque os, signe d'un système sophistiqué d'allègement et de circulation d'air. La reproduction et l'éducation des jeunes bénéficiaient elles aussi de cette organisation. Pondre de nombreux œufs, protéger les petits dans des nids collectifs, enseigner aux jeunes où trouver la nourriture ou comment réagir devant un danger. Chaque comportement social profitait de la taille et de la vie en groupe. Les plus forts guidaient les plus faibles. Les petits apprenaient en observant les adultes. Chaque rôle trouvait sa place dans l'organisation du troupeau. L'intelligence collective naissait ainsi petit à petit. Savoir quand migrer, où s'arrêter, quel chemin suivre ou quels endroits éviter était plus facile grâce à la mémoire du groupe. Les signaux sonores, visuels ou tactiles assuraient la transmission des informations importantes, même à de grandes distances. La voix puissante de certains sauropodes, la forme des crêtes ou des plaques chez d'autres, la façon de bouger en groupe étaient autant d'outils pour vivre ensemble plus intelligemment. Pendant toutes ces millions d'années, la Terre changeait sans cesse. Des volcans se formaient, des montagnes apparaissaient ou disparaissaient, des mers recouvraient des terres, puis reculaient. Les changements climatiques modifiaient la quantité de pluie, la température, la composition de l'air ou la nature de la végétation. Mais les dinosaures savaient s'adapter, changer d'habitat, migrer, varier leur alimentation ou renforcer les liens dans le groupe.
Cette capacité d'adaptation, cette solidarité et ces innovations anatomiques expliquaient le succès des dinosaures géants sur Terre. Aucune autre créature n'a dominé la planète à une telle échelle et pendant aussi longtemps. Les fossiles retrouvés sur tous les continents témoignent de cette domination. On retrouve des os, des dents, des empreintes de pas, des nids et même parfois des traces de peau fossilisée. Tout montre que la Terre était vraiment le royaume des géants. Aujourd'hui, les chercheurs utilisent toutes ces traces pour reconstituer la vie d'autrefois. Ils mesurent les os, analysent les roches dans lesquelles les fossiles sont pris, dessinent des squelettes complets et testent la solidité ou la souplesse de chaque articulation. Ils étudient aussi tous les fossiles d'autres animaux et de plantes pour savoir comment les dinosaures vivaient avec eux, ce qu'ils mangeaient, où ils buvaient, comment ils se déplaçaient. Chaque découverte affirme un peu plus que la grande taille était le résultat d'une combinaison d'éléments. Le climat chaud, la végétation abondante, la richesse de l'air, les innovations du corps, la vie en groupe, la sécurité offerte par la taille et la vitesse de croissance. Ces éléments, tous présents ensemble, ont permis la naissance, la croissance, la reproduction et la survie des plus grands animaux ayant jamais vécu sur notre planète. Les enfants qui étudient les dinosaures aujourd'hui, tout comme les adultes, peuvent admirer les énormes squelettes dans les musées ou découvrir des histoires fascinantes grâce aux images et aux livres. Les dinosaures sont devenus un symbole d'émerveillement et de curiosité. Chacun, en observant un fossile ou en imaginant une harde de géants marchant sous un soleil ancien, comprend à quel point l'histoire de la vie est incroyable et complexe. L'héritage de ces créatures, même après leur disparition il y a environ 65 millions d'années, influence encore la science et l'imagination humaine. Des oiseaux modernes, descendants lointains de certains petits dinosaures, portent en eux les traces de cette époque lointaine. Leurs os légers, leur façon de bouger, leur organisation en groupe, leur capacité à migrer sont autant de souvenirs d'un passé géant. Tout cela prouve que la nature peut, quand toutes les conditions sont réunies, donner naissance à des êtres plus grands que tout ce que l'on voit autour de nous aujourd'hui. Les dinosaures ont grandi grâce à la chaleur du soleil, à la nourriture facile à trouver, à l'air riche, à l'organisation de leur corps, à leur vie en troupeau et à l'intelligence collective. Leur histoire est un exemple unique de l'évolution et de la réussite de la vie sur Terre. En regardant chaque os, chaque empreinte, chaque feuille fossile autour des sites anciens, on retrouve la trace de ce monde passé où tout semblait possible. C'est grâce à la passion des scientifiques et à la curiosité de chacun que peu à peu, les secrets de ces géants disparus se révèlent. Leurs fossiles restent pour toujours la preuve de la puissance de la nature, de la diversité de la vie et de la capacité de chaque être vivant à changer pour survivre sur la planète depuis des millions et des millions d'années.